Bonjour Louis. Bonjour Isabelle Bourgeois, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, une fois de plus, tu es au cœur de la polémique et en tant que journaliste, on va dire indépendante et engagée pour mettre dans la lumière une information qui grandit, qui est claire, non dualiste si possible. On en parlera au cours de cet entretien. J'avais envie de te donner la possibilité de t'exprimer non seulement sur les derniers rebondissements qui t'ont touché suite à cette émission dans laquelle tu as été terriblement maltraité par la RTS. Et puis après, évidemment, on va enchaîner, on va prendre un peu de hauteur et on va voir comment humainement ça se vit pour toi depuis 4 ans d'être sans arrêt la cible des médias et tout en arrivant, comment arriver à rester calme, à rester non violent quand on est en permanence exposé aux coups. Tu es médecin anesthésiste réanimateur, spécialisé en éthique de la santé. Tu es auteur de Tous résistants dans l'âme, paru chez Très Daniel, et de Agonie et renouveau du système de santé, paru chez Exuvie. Tu t'intéresses aux faillites et aux beautés de notre société. Tu proposes inlassablement des bifurcations créatives, joyeuses et non violentes. Et puis au fil de tes conférences et de tes entretiens, tu tiens à avoir des propos calmes, nuancés, qui dérangent pourtant les codes et les hiérarchies d'une société qui manifestement est en déclin. Tu inspires de nombreux citoyens à passer à l'action pour oser tout changer et ton œuvre vise à réconcilier les contraires dans une non-dualité féconde. Alors, comment un non-violent peut-il subir autant de violence? Ça va être un peu ma première question. Tu as été interviewé dernièrement de long en large et surtout de travers. Et j'ai décidé de choisir un angle centré sur le personnage humain et philosophique qui me questionne sur un aspect particulier. Depuis 4 ans, Louis, j'ai croisé plusieurs lanceurs d'alerte, de nombreux représentants de la contestation des mesures sanitaires, comme ceux qui nous mettent en garde face à une dérive totalitaire. Et parmi la dissidence, tu es clairement l'homme le plus attaqué par la presse en particulier, et dernièrement, à travers un documentaire de la télévision suisse romande où tu as été gravement ciblé. Comme je suis une fervente gardienne de la liberté d'expression, qu'aimerais-tu exprimer, Louis, pour ta défense, d'une part, après cette intervention à la télévision, et d'autre part, comment t'y prends-tu pour te débarrasser des étiquettes qu'on te colle depuis si longtemps, anti-vax, extrême droite, gourou et complotiste? Merci pour cette introduction. Je vais prendre ta question d'abord dans ma réaction humaine en fait à cet entretien où j'ai été sollicité par une journaliste de la radio-télévision suisse avec un a priori de ma part sur la RTS qui était que c'était une radio plutôt ouverte qui avait fait des très bons reportages et puis peut-être un peu comme tous les Suisses charmés par et les Français charmés par Passe-moi les jumelles ce documentaire qui ne cesse d'essayer d'aller à la rencontre de gens qui font autrement, qui vivent leur autonomie et leur passion, leurs rêves d'enfant dans plein de versions différentes. Et donc, je restais peut-être avec une image un petit peu angélique de la radio-télévision suisse. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a pu discuter par téléphone, puis ensuite par des échanges de mails, à qui j'ai envoyé, je pense, plus d'une cinquantaine de mails pour faire état et lui donner des informations sur tout ce que j'avais fait, les différents projets, mes interventions auprès du syndicat des guides de haute montagne, mes futures interventions avec les géomètres experts, mes interventions au Parlement de Bucarest, devant la représentation roumaine, ou bien devant une partie de la représentation parlementaire européenne sur les questions du Covid, les différentes initiatives qui avaient été lancées, que ce soit le Conseil scientifique indépendant, Réinfo Covid, Covid Soins, une autre histoire, une autre santé. Comment le syndicat Liberté Santé avait pu voir le jour, peut-être à partir de tout ça, et de très nombreuses autres initiatives pour essayer de lui montrer au fond
qu'il n'était pas très intéressant de se focaliser sur le docteur Fouché, ça avait très peu d'intérêt. Le plus intéressant, c'était le mouvement général qui s'était passé ces dernières années. Et où moi j'avais pu être un des éléments qui avait aidé à sa petite mesure. Et j'ai cru recevoir de l'écoute, j'ai cru recevoir même de l'empathie à cet endroit-là, avec une proposition plutôt, enfin qui paraissait en tout cas équitable, puisque j'avais le droit de filmer l'entretien, que ça se passait à Marseille, voilà, j'ai fait venir des témoins. J'étais pas dupe sur le fait que ça puisse être un piège, mais je ne m'en doutais pas à ce point-là. Et j'ai même discuté des questions en disant que vos questions sont quand même très ciblées, avec, ça vous intéressait à des tout petits morceaux des choses, est-ce qu'on pourra élargir le sujet? Et puis l'entretien lui-même s'est plutôt bien passé. Et à la fin, le documentaire qui est produit est une espèce de raccourci diffamatoire, sensationnaliste, qui ne prend que des tout petits morceaux, qui fait intervenir d'autres gens parlant de moi comme s'ils étaient des experts, avec des mensonges à tous les étages, de la désinformation et de la mésinformation. Et donc j'ai été à la fois très surpris et choqué. On pourrait dire même indigné, au sens de indignez-vous, vous savez, de Stéphane Hessel. Euh, et je crois qu'il y a besoin de réagir. Pendant de très nombreuses années, là, les quatre dernières années, j'ai pas réagi aux médias français en me disant bon, c'est une période de crise, voilà, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avancer, de faire ce qu'on doit faire. Mais là, j'ai envie de m'arrêter particulièrement sur cette histoire-là et de la laisser résonner le plus possible, avec l'espoir qu'à la fin, peut-être, on puisse se retrouver avec Cécile Trentien dans une école de journalisme pour parler de cette histoire-là comme d'un cas clinique, comme d'un un cas d'école, disant comment est-ce que le journalisme avait pu déraper dans la diffamation et la calomnie la plus froide, et qu'on arrive à y aller bras dessus en se réconciliant. Bon, bah ça, peut-être ça arrivera, peut-être ça arrivera pas. Mais entre-temps, moi, je vais tout faire pour me défendre et me protéger parce que ce qui est produit par les médias aujourd'hui a un impact réel sur ma vie quotidienne. Puisque quand je cherche du travail, quand j'essaye de passer pour faire une conférence, que ce soit en Suisse ou ailleurs, que je cherche à diffuser un des films dont j'ai pu être l'auteur ou un des intervenants, eh ben, les gens regardent d'abord la fiche Wikipédia et le compte Google, enfin et Google, avant même de regarder mon propre compte, et voient les mots que tu as cités, qui sont extrêmement diffamatoires et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je me retrouve à ne pas pouvoir faire de conférences, ni à pouvoir diffuser mon film, à ce que les gens qui organisent les conférences soient inquiétés, et à ne pas pouvoir trouver du travail ou des remplacements dans mon propre métier, qui est celui de médecin réanimateur. Et ça, j'ai envie que les journalistes prennent la mesure et la responsabilité de ce qu'ils font. Diffamer, ça vient du latin, enlever la réputation. Fama, famae, c'est la réputation. Diffamer, c'est enlever la réputation ou la tordre pour que la personne ne soit plus audible, qu'elle ne soit plus acceptée dans son propre groupe social. Ça a des conséquences. Des amis, des gens qui étaient dans les groupes écologistes dont je faisais partie, m'ont tourné le dos suite à ces foultitudes d'articles diffamatoires. Et puis, ben voilà. Donc maintenant, il y a des choses qu'il faut arrêter et là, il faut se défendre. Je n'attaque jamais, mais je ne refuse pas le défi et je ne refuse pas de me défendre. C'est le principe de la non-violence, hein. Vous n'êtes pas là pour vous prendre des coups toute la journée en vous mettant par terre. Il faut aussi se tenir droit. Et donc, dans ce documentaire, il y a notamment Isabelle Gentilhomme, qui est la porte-parole des Colibris, qui tient des propos extrêmement choquants en disant que je serais antisémite. Et elle n'a aucune preuve, rien à dire au soutien de cette affirmation. Et l'antisémitisme en France est puni par la loi. Vous n'avez pas le droit de tenir des propos antisémites. Il y a des plaintes, il y a des conséquences pénales. Et donc, je ne peux pas laisser dire ça. Donc, évidemment, Isabelle Gentilhomme sera poursuivie en diffamation. Je vais essayer de médiation d'abord avec elle. J'espère que ça puisse marcher. Si elle me présente des excuses publiques, qu'elle présente, voilà, on n'aura peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Mais je ne peux pas laisser dire ça. Et puis, quant à Cécile Trentien, bah, évidemment, je vais commencer par répondre à son documentaire en montrant les différents mensonges et la désinformation. Donc, bah, je suis en train de travailler, à faire moi-même plein de petits documentaires, à passer dans différents médias pour expliquer à quels endroits elle a menti, tordu l'information, été partiale, non bienveillante. Et il y en a de très nombreux, hein, tout le long du reportage. Je vous donne juste un exemple, mais le mot complotiste est cité 20 fois en 31 minutes, accolé à mon nom. Et ça, c'est une technique, hein. Vous martelez quelque chose, vous le répétez, vous le répétez. Jean-Dominique Michel l'a très bien expliqué et je l'en remercie. C'est ce qu'il s'appelle l'épithète homérique. Vous accolez à un nom, un adjectif, un épithète, et puis au bout d'un moment, bah, vous pensez à Louis Fouché, toc, vous pensez à cette épithète en même temps. Et ça, c'est insupportable.
Donc, il faut que ça s'arrête. Et il faut savoir, Louis, aussi qu'en Suisse, beaucoup de téléspectateurs ont été choqués par cette manière de procéder. Et un des téléspectateurs a sollicité les services de l'ombudsman de la RTS pour ouvrir un dossier de médiation sur la manière avec laquelle tu as été traité. Donc, affaire à suivre. Et Ouais, merci à affaire ces à suivre. citoyens Et qui posent des mm, actes pour ne pas se laisser faire. Et je ouais, pense que j'entends que l'une de tes réponses pour te, comment dire, ne pas laisser ces étiquettes ronger ton existence, c'est de s'y opposer, de poser des actes pour te défendre et répondre par ce que tu es en train de faire à travers des vidéos et et des actes. remontrer simplement ce que j'ai fait, les actes, hein, on juge un arbre à ses fruits, C'est ça. pas aux adjectifs qui lui sont accolés. Euh, Tout ce qui a été fait ces 4 dernières années montre que, et les gens peuvent le retrouver sur mon CV, louisfouché.fr, voilà, ils vont voir une partie de ce qui a été fait, euh, n'ont rien à voir avec ce qui est raconté. Même dans ma biographie, ça n'a rien à voir avec ce qui est raconté. Même mon épreuve de titre est minimisée par la journaliste pour en gros me délégitimer dans ma parole publique. Bref, tout est fait pour humilier le personnage public Louis Fouché. Donc moi, mon enjeu est de remontrer tout ce qui a été fait et tout ce qu'on va continuer à faire, Mm. euh, et de continuer. Je Et remercie beaucoup cette citoyenne et puis tous les citoyens qui prendront la parole aussi, parce que finalement, on est fort à plusieurs, on est intelligent à plusieurs, tout seul, on se fait broyer. Et donc moi, évidemment, j'ai besoin de cette aide et cette protection et cette force. Je remercie aussi Jean-Dominique Michel, les journalistes de l'Impertinent, de Essentiel News, toi, L'année vagabonde qui va bientôt sortir, hein. voilà, la Un tête, média en ligne, ouais. Et bon, plein bon, de bon, positive. voilà, planète positive et bon pour la tête aussi. Mm. Il y a de très nombreux médias qui ont commencé à prendre la parole parce qu'eux-mêmes sont choqués par ces techniques journalistiques qui décrédibilisent leur propre profession. Je les en remercie et Xavier Azalbert de François a proposé quelque chose de très intéressant, c'est d'organiser un débat avec Cécile Trantien, la journaliste qui a commis cette chose-là, après avoir visionné l'entretien intégral, l'heure 45 que j'ai enregistré. Et donc les Ouais, gens pourront faire la différence entre cette heure 45 et la réalité de mes propos et puis ce qui en a été fait. Et puis ensuite, on verra ce qu'en dit Cécile Trantien et ce que j'en dis. Et moi, je suis tout à fait ouvert à ça. Si je viendrai même en Suisse pour le faire, si on me le propose, je me déplacerai pour très bien. venir me confronter à Cécile Trantien et lui dire aussi les conséquences de ses actes. Absolument. Très bien. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer, Louis, de ton point de vue, pourquoi est-ce que tu es tellement exposé? Parce que tu n'es pas le seul parmi les lanceurs d'alerte, parmi les personnes qui dénoncent ou qui ont dénoncé les mesures sanitaires ou une forme de basculement de notre société vers le totalitarisme. Il y en a eu beaucoup d'autres. Comment expliques-tu que tu es particulièrement exposé? Pour qui représentes-tu un danger? Dans le système, tu es critiqué évidemment par le système, par le monde extérieur, par les médias mainstream, mais aussi par quelques représentants de la dissidence. Alors ça, c'est quand même étonnant. Peux-tu nous donner quelques explications sur pourquoi être ciblé finalement pareillement? Alors, je peux pas parler pour d'autres gens. Il faudrait qu'ils expliquent eux-mêmes d'où vient leur agacement ou euh, Mhm. le- le- leur conviction que mon action serait néfaste. Je peux juste essayer de dire ce que j'en comprends à ma petite Mhm. mesure. D'une part, c'est d'abord une incompréhension parce que euh, effectivement, j'ai essayé d'avoir une parole qui soit mesurée, nuancée, qui respecte tout le monde et d'abord l'humain avant même les idées en disant bon, comme Brassens, c'est un mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, hein. Ce qui compte, c'est peut-être d'abord de garder le lien dans cette société. Et pour moi, c'est ça le vrai barrage au totalitarisme, à la dérive autoritaire. C'est quand on continue à rediscuter avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille, et qu'on arrive à pas se battre pour des histoires de vaccins, de masques, d'1,23 m, tout ça au fond est secondaire. Ce qui compte, c'est de rester unis. Et donc, je m'attendais pas du tout à autant de violence. D'une part, parce que je connaissais pas le monde médiatique, que j'avais Mhm. jamais pris la parole publiquement, et puis parce que je pensais enfin, et que mon métier avait toujours été de mettre des gens autour de la table et de faire réussir à les faire discuter. J'avais eu à ce titre par ma directrice d'hôpital
l'hôpital, elle m'avait offert un olivier en symbolisant la paix, en disant bah, merci d'être là parce que souvent tu permets de mettre des chirurgiens, des anesthésistes, des réanimateurs, des médecins autour d'une table alors que d'habitude ils sont à couteau tiré. Et bah, merci pour ça. Donc moi, c'était un petit peu ma mission d'être le médiateur quelque part. C'est pour ça que j'ai fait de la communication non violente, c'est pour ça que j'ai fait de la médiation. C'est que j'aime bien réussir à apaiser les tensions et à amener les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est le rôle que j'ai joué dans le collectif Réinfo Covid, celui de diplomate et de médiateur avec le système, en essayant pas d'invectiver, de dire vous êtes tous des abrutis, vous avez fait que de la merde, mais en disant est-ce qu'on pourrait faire autrement, prendre les leçons de ce qui nous est arrivé, essayer de comprendre les enjeux sous-jacents de corruption systémique et soigner les gens, revenir aux besoins fondamentaux qui peut-être nous uniraient tous. C'est soigner correctement nos concitoyens et soigner notre société de ces maladies chroniques assez profondes dont elle est qui la vérole, quoi. Et je me suis aperçu que certaines personnes ne voulaient pas se mettre autour de la table, ne voulaient pas discuter, voulaient Mhm. avoir raison. Ils voulaient avoir raison contre les autres. Ils voulaient convaincre. Euh, et qu'au fond, ma façon de faire pouvait les agacer parce que trop lente, avec insuffisamment de résultats immédiats, avec voilà. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens en colère au sein de la dissidence dire non, il faut qu'on dénonce plus fort, il faut qu'on dise que ce totalitarisme, il faut qu'on envoie Véran en tôle et tout ça. Mhm. Moi, j'ai un parti pris très pragmatique là-dessus. Je suis réanimateur et une partie de mon métier, c'est de faire avec le réel, d'essayer de plaquer sur le réel quelque chose. Et même si le patient en meurt, meurt à la fin, j'aurais fait ce que j'ai pu. Je vais pas, je vais pas dire c'est injuste ni rien. Je vais dire c'est comme ça quoi, quelque part. Bah, une sorte de fatalisme euh, à essayer de trouver juste à quel endroit moi je peux poser quelque chose et faire ma part. Euh, et donc il y a cette idée que la non-violence, ça n'est pas un truc de bisounours. C'est pas quelque chose où on se met par terre, on se laisse rouer de coups. C'est faire avec l'autre tel qu'il est. Essayer d'aller retrouver l'autre sur sa montagne et de l'emmener doucement vers quelque chose d'autre et une construction commune. Et donc la non-violence, pour moi, c'est cet art de la paix qui consiste à accepter que le chemin de la relation est un chemin lent, un chemin long, un chemin fait de douceur, de patience, de reconnaissance de la beauté de l'autre avant même qu'il ne reconnaisse la nôtre. Et en diplomatie, on commence toujours par des égards. On dit à l'autre ce qu'on trouve beau. Ça veut pas dire qu'on trouve tout beau, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ça veut dire que, et y compris chez l'autre qui est notre ennemi, il y a des choses qui sont belles. Et c'est ça qu'on voudrait voir sortir. Et ensuite, on arrive sur les points de désaccord. Euh, donc, Ok. insister tout le temps. Juste un dernier mot. Je vois, mais peut-être que je me trompe. Ce que je pense, c'est que les gens qui sont en colère ou qui voudraient tout de suite obtenir réparation, on peut le comprendre. Hein, je veux dire, je nie pas leurs besoins. Hein. Mhm. Quelqu'un qui a eu des effets secondaires ou dont la famille a eu des effets secondaires, dont les enfants sont morts liés aux vaccinations ou des choses comme ça, ou qui a perdu son travail, je comprends très bien qu'il soit en colère, qu'il ait envie d'en découdre. Ma question, c'est est-ce que son action, pragmatiquement, lui permet quelque chose? Aujourd'hui, on a une concentration telle des pouvoirs que on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique et narratif, le pouvoir financier et économique dans les mêmes mains des mêmes multinationales et des mêmes opérateurs, de la même oligarchie plutocratique financiarisée mondialiste qui veut toujours plus de pouvoir et d'argent et cherche à asservir les instances supranationales comme l'OMS, l'ONU ou d'autres pour qu'elles soient les outils de leur totalitarisme, cherche à asservir et corrompre nos tutelles administratives et politiques pour qu'elles soient l'outil de leur puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la non-violence, c'est pas une option, c'est la seule option. Mhm. Si vous voulez prendre les armes aujourd'hui, allez-y, mais vous serez broyé. Si vous voulez, ça n'empêche pas pendant ce temps de monter en puissance hein, dans le champ législatif, dans le champ exécutif, dans le champ narratif, dans le champ financier. Mais pour le moment, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir négocier avec le monstre. Alors, ça me génère une question en moi. Bon, d'abord, donc, une des premières critiques qui peut être faite au sein de la dissidence, c'est que certains voudraient que ça aille plus vite et que ça soit plus radical et qu'on envoie tout le monde devant les tribunaux. Et toi, tu proposes un message qui prend plus de temps. Et puis au sein, donc, du coup, dans le monde extérieur, pourquoi est-ce que tu serais attaqué donc, par les médias conventionnels ou par d'autres formes d'ONG qui peuvent te reprocher je sais pas, de prendre trop de place, de vouloir peut-être centraliser un message autour de ta personne. Comment est-ce que
tu réponds à ça? Alors, je voudrais tout de suite clarifier les choses. Dans Réinfo Covid, moi j'étais un des porte-parole parmi d'autres. Les prises de décision étaient faites de manière collégiale, selon une procédure qui s'appelle Advice Process, donc j'étais absolument pas le chef. Euh, et puis moi c'est tant mieux s'il y a plein de gens qui font de plein de manières différentes. Donc qu'il y ait des gens en colère qui veulent aller mettre au tribunal, qui fassent des procès, je trouve ça super. Mais on en a besoin, hein. Mhm. C'est simplement, on a, justement, au contraire, on n'a pas tous vocation à avoir la même parole. Il y a besoin de biodiversité dans la résistance. Et donc, euh, les gens qui m'en voudraient, c'est parce que je ne dis pas la même chose que ce qu'ils disent. Mais laissez-moi dire, je vous laisse dire, il n'y a pas de problème en fait. Ouais. Euh, on n'a pas besoin d'être tous exactement sur la même longueur d'onde parce qu'on ne va pas tous toucher les mêmes gens aux mêmes endroits. Ceux qui sont très en colère peut-être vont réussir à assembler des forces et réussir à faire tomber des citadelles entières du système. Les gens qui vont s'assembler peut-être autour de la parole et des collectifs qu'on a pu assembler vont être peut-être plus dans la construction de demain, l'envie de proposer autre chose, une alternative ou l'envie de faire changer d'échelle à l'intérieur de l'institution des alternatives. Pour moi, tout ça est OK, hein, j'ai pas de problème avec ça. Et il y a comme une dynamique un peu paranoïaque, et y compris dans la résistance, qui consiste à penser que si l'autre ne dit pas comme moi, il est mon ennemi. Moi, c'est pas mon cas. Je pense pas que si l'autre dit pas comme moi, il est mon ennemi. Je pense juste qu'on voit le monde différemment et peut-être il peut m'enrichir, peut-être je peux l'enrichir. Euh, et que notre rencontre sera féconde. Sauf que cette rencontre, effectivement, elle va nous transformer. Elle va me transformer moi, et puis elle va transformer l'autre. Parce que Mhm. c'est comme une fécondation mutuelle. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de se transformer. Parce que déjà, ils sont instables. Le monde dans lequel ils vivent est tellement en train de vaciller de tous les côtés, il est en train de s'effondrer. Euh, les gouvernants qui devraient être nos références sont corrompus et décadents. Le système financier qui devrait nous aider à nous enrichir nous appauvrit. Enfin bref, tout est à l'inverse de ce que ça devrait faire. Dans ce monde-là, il y en a beaucoup qui se cramponnent à ce qu'ils connaissent Mhm. et qui veulent pas aller vers autre chose. Un peu comme si le bateau était en train de se fracasser sur les rochers. Et puis, bah, il y en a qui se cramponnent au mât, qui se cramponnent à tout ce qu'ils peuvent en se disant, ah là là, c'est le naufrage. Puis il y en a qui ont déjà sauté à l'eau et qui disent, mais venez, venez, vous allez être en train d'être fracassés sur les rochers. Ça donne pas envie. Si vous êtes au milieu de l'eau, au milieu des vagues échevelées, les gens, ils vont se cramponner encore plus. Donc pour moi, il faut construire des radeaux de sauvetage qui disent bah viens. Et là, la personne pourra peut-être lâcher le mât, lâcher ses croyances, lâcher ah oui, le Covid était une terrible maladie, ah oui, le vaccin nous a tous sauvés. Ces croyances-là qui sont fausses et basées sur rien. Si jamais on lui dit juste de toute manière, ils sont tous corrompus, c'est tous des salauds, c'est tous des nazis, bon bah il va s'y cramponner quoi. Il veut pas venir dans ces croyances-là. Si jamais on lui dit, ouais, il y a de la corruption systémique, c'est vrai, mais on peut peut-être y faire quelque chose. Et puis l'immense majorité des médecins, l'immense majorité des politiques, l'immense majorité des journalistes, si on les sort de ce système toxique, en fait, ils cherchent plutôt le bien commun, la vérité, le soin aux autres. Parce que c'est ça qu'il y a en nous, c'est la belle part qu'il y a en nous et qui est en chacun d'entre nous. Moi, je veux le croire. J'ai profondément confiance en l'humain, hein. Par contre, j'ai pas confiance dans les systèmes. Et je te donne un exemple sur cette réaction. Au tout début du Covid, j'ai demandé l'aide de l'ACNV, l'Association de la communication non violente, parce que je connaissais un certain nombre de personnes en son sein en France, sur la question du Covid, en disant bah, peut-être que ce serait bien. Est-ce que vous seriez d'accord de m'aider de faire des tutos de communication non violente pour que les gens se battent pas pour des histoires de distanciation ou de masques? C'est trop dommage, quoi. Mhm. On a mieux à faire que ça. Et ils ont dit non. Et j'étais très surpris, tu vois. Et ils ont dit non, en disant non, c'est dangereux. Voilà, nous, on n'est pas légitime dans l'affaire sanitaire. On pourrait voir nos subventions coupées, etc. Ok, en fait, ils avaient peur pour la survie de leur institution. Et c'était ok pour moi, je pouvais comprendre ça. J'étais déçu, mais je pouvais comprendre. Et ce qui est drôle, c'est que dans la suite, dans les 3 mois qu'on suivit, j'ai eu plus d'une soixantaine de formateurs de communication non violente qui m'ont appelé individuellement, pas Mhm. au nom de l'association de la communication non violente, mais moi, je veux t'aider. Comment on fait? Et ils ont commencé à aider au sein des collectifs locaux à former les gens à la communication non violente dans un travail intime, discret, banal. Et ça, pour moi, c'était hyper réjouissant. Ça voulait dire, ouais, les systèmes sont toxiques et maintiennent les gens dans des doxas dominantes qui sont la doxa des dominants. Mais dès qu'ils arrivent à sortir de leurs croyances et du système dans lequel ils sont, dès qu'ils ont plus peur, au fond, eh ben, ils retrouvent leur liberté et leur plus belle beauté. Louis, comment être à la fois porteur ou en tout cas praticien de la non-violence et en même temps
ne pas se laisser faire, poser des actes pour se défendre, quand on est attaqué comme toi, ou quand nous sommes attaqués nous-mêmes aussi en tant que citoyens dans la violation de nos libertés et de nos droits à l'intégrité physique par rapport à ces mesures sanitaires passées, dont on n'est pas encore forcément libéré. Comment trouver ce juste milieu entre être dans de la non-violence, donc une forme de posture d'observation sur ce qui se vit et se passe autour de nous, ce qui peut même nous atteindre directement, et se positionner et j'ai envie de dire contre-attaquer, mais du coup, c'est plus de la non-violence. C'est quoi le bon dosage, s'il te plaît, Ah, t'as concrètement? raison, c'est une vraie question et elle m'agite au quotidien, hein, parce qu'il y a des moments de Mhm. colère, il y a des moments de Ouais, peur, il y a des moments où on a envie de donner un coup de boule. vraiment, C'est pas exempt de c'est difficultés, ça. hein. La non-violence, c'est un chemin de sagesse âpre Mhm. et qui pousse plutôt à dire, OK, cette chose-là est en train de m'arriver. Euh, peut-être c'est une opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose de chouette qui pourrait en sortir. Comment je peux le transformer? Comment je peux le composter? Un peu comme quand on fait du compost, tu vois. Tu pars des déchets de cuisine, des déchets de ton jardin, pour en faire de la terre, de l'humus dans Mhm. lequel vont pousser de nouvelles choses. Pour moi, je vois la non-violence un peu comme ça, comme un processus de transformation des emmerdes en quelque chose de chouette. Euh, et comme on a des emmerdes qui nous arrivent tout le temps, bon, bah, au moins on peut s'exercer, tu vois, on peut devenir très bon, hein. Il y a pas, il y a de l'exercice pratique. Et ça consiste à d'abord changer un peu son regard, à dire ça ne me met pas en question profondément dans ma dignité d'être humain. Moi, je reste un humain digne. Et même la personne qui m'attaque, au fond d'elle-même, a une certaine beauté, a une dignité d'être humain. Cécile Trantien, par exemple, je lui en veux pas. J'ai pas de colère à son endroit. J'ai juste une incompréhension sur certaines choses. Il y a des choses que j'ai envie de comprendre. Mais au fond, presque elle m'aide à dire, eh ben, affine ta parole publique. Fais-la plus juste, fais-la plus affûtée, sois plus directement à l'objectif de ce que tu poursuis. Ne mets pas d'ambiguïté dans tes mots. Fais attention à ce que tu dis. Dans certaines conférences, ne te laisse pas emporter par l'émotion ou des choses comme ça. Et donc, au fond, c'est mon petit maître. Même si c'est désagréable, le petit maître est pénible. Chapeau bas. Ouais, c'est mon petit maître et elle m'aide aussi à dire, là, je pense qu'il y a une vraie injustice. Et cette injustice-là, elle se prolonge depuis des mois et des années. Et en fait, j'ai fait semblant de ne pas la voir par cette vision un peu bisounours, peut-être que certains ont de la non-violence et que ce qui peut m'arriver d'avoir aussi, en disant, Mhm. c'est pas grave, je laisse passer. Mhm. Et là, ça me permet aussi de changer ma vision de la non-violence en disant, c'est pas un truc de bisounours. C'est Au ça. contraire, c'est quelque chose de l'ordre du guerrier pacifique, de celui qui arrive aussi à structurer son noyau dense, à dire ça, c'est insupportable. Ce que je vous ai dit sur Isabelle Gentilhomme et l'accusation d'antisémitisme, c'est insupportable. Je n'ai pas attaqué. Par contre, je vais me défendre. Et je vais ramener au centre. Je vais ramener au centre, c'est-à-dire, comme dans les arts de la paix, comme l'aïkido, les arts martiaux de la paix, on, l'autre nous attaque, et bien on va se décaler ou se déplacer pour faire que son bras devient notre arme. Finalement, qu'elle le dise publiquement me permet maintenant, peut-être, de régler mes comptes avec les colibris et de faire voir à un certain nombre de militants des colibris que ce que leur ont dit leur tutelle est faux. Ok. Et ça, c'est intéressant. Parce que si j'attaque en diffamation Isabelle Gentilhomme, au fond, tous les colibris vont être au courant. Et moi, Mhm. ça m'intéresse, ça. Parce que les Mhm. colibris, j'y ai participé. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. je vais ramener au centre. Mon but, c'est pas de me faire Isabelle Colibri, je m'en fous, en fait. C'est cette question de l'antisémitisme aujourd'hui est une question centrale de disqualification du discours. Que tu discutes de Gaza, que tu discutes du sionisme, que tu discutes d'autres choses, c'est insupportable. C'est insupportable parce que discuter de la politique de Netanyahou, ce que je n'ai jamais fait, hein, moi j'ai jamais pris Mhm. position sur ce sujet-là, c'est pas mon affaire, j'ai mes positions personnelles, mais j'en ferai pas état publiquement. Euh, euh, il y a tout de suite cette accusation d'antisémitisme pour neutraliser la parole. Et finalement, ça conduit à l'antisémitisme. Et donc c'est contre-productif. Exactement. Et, et donc, qu'on puisse en discuter dans un procès avec cette dame, devant un juge, et puis avec le public qui sera au courant, je pense que c'est très intéressant. Et donc, ok, je veux bien aller discuter de ça. Ça va? Enfin, je sais pas si c'est clair. Oui, oui, C'est absolument. comment l'obstacle qu'on rencontre, en fait, est une opportunité pour s'appuyer dessus, devenir plus fort et plus grand. Mais c'est pas facile, hein. Il faut pas que l'obstacle nous terrasse au passage.
Et ça veut dire construire son noyau intérieur, sa densité. Qu'est-ce que je veux profondément? C'est quoi mon centre? C'est quoi mon besoin? Mhm. C'est de faire un procès à Isabelle Gentilhomme? Je m'en fiche en Mhm. fait. C'est de Mhm. faire payer Isabelle Gentilhomme? Je m'en fiche. C'est pas ça mon besoin. Non, mon besoin, c'est qu'il n'y ait plus d'injustice à cet endroit-là. Et que on ne me prête pas des choses qui sont fausses en les créant de toutes pièces, alors même que je n'ai jamais eu un mot d'antisémitisme dans mon discours. Alors, ça me permet de rebondir sur une question que j'allais te poser un petit peu plus tard. Finalement, qu'est-ce que ce parcours d'hommes bousculés depuis plusieurs années maintenant t'apporte sur un plan personnel, sur un niveau supérieur? Qu'est-ce que ce parcours contrasté entre adulation, adoration et discrimination, rejet, diffamation, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle, ce chemin contrasté? Alors j'espère déjà qu'il n'y a pas d'adulation ni d'adoration, parce que j'ai toujours essayé de tenir un discours en disant il y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de victime. Et donc, vous savez, chez les chrétiens, par exemple, on dit tu n'adoreras que Dieu seul. Voilà, il y a personne à adorer en dehors de ça. Il y a des Mhm. figures d'exemplarité. Moi, j'ai des héros, j'ai des gens, ils m'ont inspiré, mais je les adore pas. Je sais qu'ils sont que des humains avec leurs failles, leurs blessures, leurs bassesses, et en même temps leur beauté et leur grandiose, quoi. Donc, bah, moi, je suis jamais qu'un humain avec toutes mes failles, toutes mes fêlures, toutes mes erreurs, mes errances. Et ces dernières années, au fond, m'ont recatapulté en dehors du confort. J'aurais pu rester médecin, réanimateur, bien payé, avoir une deuxième bagnole, un car-park, une piscine et une belle baraque. Ça n'arrivera pas. J'aurais pu avoir un doctorat en éthique et anthropologie de la santé. Ça n'arrivera pas. Donc ma carrière est comme brisée. Et, bah, j'ai eu un petit moment, et ça continue, hein, le deuil n'est pas Ah ouais. complètement fait. Donc il y a des moments de tristesse. Et en même temps, je me dis, mais ça me pousse en dehors de mes retranchements. Je suis obligé de sortir de la tranchée. Je suis obligé d'aller voir le monde. Je suis obligé de découvrir d'autres façons de soigner, par exemple. Moi, j'avais jamais entendu parler d'homéopathie, d'acupuncture, de médecine chinoise traditionnelle, de médecine ayurvédique, de druidisme, de naturopathie, de médecine métabolique, de travail sur l'immunonutrition, etc. J'avais jamais entendu parler de tout ça, alors même que j'étais médecin. Et alors je me retrouve dans la peau d'un nouveau-né qui dit, mais en fait, je comprends rien à l'humain. Il faut que j'apprenne. Il faut que je monte en compétence. Et donc ça, c'est très stimulant parce que j'adore apprendre et je pense que la plupart des humains adorent apprendre. Dès qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, c'est comme jouer en fait avec un nouveau jeu. Ça donne, ça ouvre plein de possibilités. Et donc ça, c'est la première chose que ça m'apporte. C'est un moment d'apprentissage très important sur moi-même et sur le monde autour de moi. Et j'ai entendu beaucoup ça aussi dans les collectifs où je suis passé ou avec les personnes qui ont pu discuter avec moi, que c'était très dur ce qui s'était passé, mais ça avait ouvert les yeux sur de Mhm. très nombreuses choses. Ils avaient compris mieux comment marchait notre système politique, notre système financier, notre système médiatique. Bah, c'est pareil pour moi, hein. Moi, je commence à avoir mieux compris. J'ai pas tout compris, hein, loin de là, mais il y a des choses quand même, je commence à avoir mieux compris. Maintenant, quand Cécile Alors, Trentien reviendra proposer un petit reportage, je serai moins dupe. alors justement, j'aimerais revenir, puisque tu me permets de rebondir Attends, aussi. Oui, juste un mot ah, avant ta question. Tu oui. disais être traîné dans la boue. En fait, c'est pas mon expérience quotidienne. Mon expérience quotidienne dans la rue, c'est que j'ai des gens qui viennent vers moi, qui me sourient, qui me disent merci. C'est ça, Mhm. la réalité quotidienne de ce que je vis. J'ai jamais eu personne qui est venu vers moi en disant, ouais, vous êtes un salaud de fils de pute, vous avez mis des gens en danger. C'est pas vrai, ça, c'est jamais arrivé. Ça n'arrive que sur Twitter. Ah ouais. Que dans les médias. Et ça, c'est pas le monde réel. C'est un monde qui est un monde en carton-pâte. C'est un monde virtuel. Ouais. C'est un, c'est la caverne de Platon. Donc, dans le vrai monde, je reçois énormément de soutien, de gentillesse. Tu as parlé de Ah, cette dame qui a écrit à l'Ombudsman. Il y en a beaucoup d'autres, des gens qui mettent des commentaires sur YouTube, qui soutiennent. Ça donne beaucoup de force. Et donc, je les en remercie. Et bah voilà, s'ils peuvent continuer, ça donne de la force. Et en même temps, je suis pas dupe que ça peut être aussi une drogue pour beaucoup de gens. La drogue, par exemple, des rockstars qui vont chercher de l'amour dans la reconnaissance publique. Moi, c'est pas mon cas. J'ai l'amour de Carole, j'en suis très heureux et ça me va très bien. J'ai une merveilleuse épouse et mes enfants, ma famille, mes amis. Et donc, j'ai pas besoin de plus d'amour. Par contre, de force pour aller transformer le système, ça oui. Euh, donc voilà, faut pas se tromper. Par exemple, moi, j'ai un petit problème avec ça, sur cette reconnaissance dont tu parlais. C'est que quand les gens applaudissent, par exemple, je suis pas très à l'aise. Je me dis, je mérite pas ça. En fait, il y a pas de raison. mhm. Et là j'ai eu une leçon qui m'a été donnée.
par Christian Perron. Le professeur Christian Perron, qui est un éminent infectiologue et qui est quelqu'un qui est très paradoxal parce qu'il a une extraordinaire force et puissance à l'intérieur même de sa fragilité. C'est-à-dire quand on le regarde comme ça, on le voit que c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, c'est un gentil quoi, et très profondément, il aime les humains on a l'impression qu'il va se casser en mille morceaux, euh, même quand il parle. Et au fond, non, il reste fort, il reste droit, je l'ai vu plusieurs fois dans des réunions publiques. Les gens l'applaudissent à tout rompre, les gens l'adorent vraiment, enfin pas adoré au sens qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment Ouais, ouais, il est on a très très compris. apprécié. Et je le vois qui prend ça avec comme un enfant. C'est-à-dire, il est content, il est joyeux, il a ouais, tout ça. Et les gens sont encore plus contents de l'applaudir. Et c'est comme un échange mutuel Ouais, de gratitude en disant, bah ouais, moi j'ai fait mon boulot, vous me soutenez, c'est cool. On se dit merci les uns aux autres. Et ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire merci ou nous dire merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. Et ma réponse, c'est bah merci de votre merci. ouais, c'est Et, ça. euh, et, et on voit que plus on se dit merci les uns les autres, plus on a de la force et plus on se recharge les batteries. Donc ça, c'est très Ok. chouette. On va développer plus tard ce propos sur la vie réelle et la vie non réelle, la vie virtuelle, la vie projetée. Parce que je crois que as été creusé aussi assez profondément dans cet aspect-là de notre existence. J'aimerais revenir, si tu permets, au rôle des médias, puisque maintenant, comme tu dis, tu les as côtoyés de près, tu t'es frotté à eux depuis pas mal de temps. Comment expliques-tu ce changement de rôle des médias conventionnels qui passent de gardiens du débat public, autrefois, il y a encore jusqu'à il y a une dizaine d'années, 15 ans peut-être, ils étaient les gardiens du débat public et de la diversité des opinions, pour devenir aujourd'hui des chiens de garde du monopole de la vérité et souvent contre le bien-être et les libertés citoyennes. Comment est-ce que tu expliques ça? Peut-être qu'il y a plusieurs mouvements en même temps, mais il y a une sorte d'interconnexion des citoyens avec l'ensemble du monde, avec tout ce qui se passe autour. Et donc, comme s'il y avait trop d'informations, une infobésité. C'est très difficile de traiter trop d'informations. On est des machines à traiter de l'information, mais quand il y en a beaucoup trop, on n'y arrive plus. On automatise nos réponses. Et notre cerveau, il adore ça, il adore automatiser. Vous savez, au départ, quand vous apprenez à conduire, faites attention aux manches, à la pédale, au rétroviseur. C'est presque impossible de conduire. On est obligé de créer des routines. Vous n'y pensez même plus que vous Mhm. débrayez et que vous passez la vitesse. Et si vous commenciez à y penser, ça deviendrait peut-être difficile de conduire. Il faudrait à nouveau se dire, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc, notre cerveau, par nature, crée des algorithmes, des routines qui lui permettent d'économiser de l'énergie et de dire, bon, bah, ok, ça, c'est automatique, ça se passe comme ça. Et plus il est assailli d'informations, plus il va créer des routines protectrices pour justement ne pas être noyé dans toute cette folie, quoi, et créer des répétitions. Et je Mhm. pense qu'une partie des médias aujourd'hui est en charge de répéter une propagande parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle permet d'habiter dans ce monde-là. Si on continue à dire ah l'extrême droite est très dangereuse en France, alors que Jordan Bardella, en gros, est le copier-coller de Gabriel Attal, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. L'extrême droite n'est pas une contestation en France, c'est pas vrai. Tous les gens qui le croient ils peuvent ouvrir leurs yeux, enlever leur masque et dire mais c'est pas vrai en fait. Si vous élisez l'extrême droite, vous aurez le même programme que celui de En Marche. Euh, et donc on maintient encore cette polarisation-là parce qu'au fond elle est rassurante. Elle me permet de retrouver mes repères habituels, mes répétitions, mes refrains, mes rengaines comme des tocs. Et donc aujourd'hui, les médias sont en charge de maintenir ces refrains. Alors ils le sont parce qu'ils ont été rachetés par des multinationales financiarisées. En France aujourd'hui, la plupart des médias sont tenus par 8 familles qui tiennent les grandes multinationales. Il y a un nomogramme qui est publié chaque année par le Monde diplomatique qui montre les réseaux d'influence et à qui appartiennent les médias. Y compris les médias régionaux, Ouest France, la Provence, etc., sont possédés que par des grands multimilliardaires, pas parce que ce sont des entreprises rentables, sûrement pas, ce ne sont pas des Mhm. entreprises rentables, mais parce qu'elles permettent de créer la fabrique du consentement. C'est un livre de Noam Chomsky, qui est un grammairien qui a beaucoup étudié la question de la guerre au Vietnam et d'autres conflits américains et qui a montré quels mots étaient utilisés, comment, et comment l'opinion publique était dressée à penser comme il faut. Comme si en démocratie, au fond, et il le dit comme ça, lui, il dit,
Dans les régimes tyranniques explicites, on vous tape dessus, vous n'avez pas le droit de dire quelque chose d'autre. Donc voilà, les choses sont claires. La contestation est foutue au goulag et tant pis quoi. Dans les démocraties libérales européennes et occidentales, ça fait désordre quand on se met à taper sur les manifestants ou sur quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc on va les neutraliser. Et on va neutraliser leur discours. Donc tous les lanceurs d'alerte vont être neutralisés parce qu'on va leur accoler des étiquettes conspirationnistes, extrêmes, etc. Euh, et puis l'opinion publique générale va être neutralisée et lénifiée par le tititainment, c'est-à-dire le fait d'amener leurs pensées toujours sur des sujets sans aucune importance, avec des circuits de récompense systématiques, comme le sucre, vous savez, du dressage du chien. C'est-à-dire, ah, vous regardez tel truc, et puis à un moment, ça va être un peu croustillant, il y aura une fille un peu à poil, ou il y aura une histoire un peu sordide, et toc, vous aurez eu votre sucre de dopamine, et donc vous allez y revenir tous les jours. Puis on va vous montrer des choses très effrayantes, mais qui se passent loin, qui sont dangereuses, qui sont les monstres. Et puis heureusement, votre gouvernement vous aide et vous aime et vous tient en bonne santé, tout ça. Donc aujourd'hui, les médias, c'est leur unique rôle pour les médias dominants. Mais par contre, les journalistes qui les composent, et là je ferai une différence entre médias et journalistes, entre institutions et les grains qui la composent, les journalistes en ont marre. Et les citoyens en ont marre. Et donc de très nombreux journalistes sortent de ce système et créent leurs propres médias Mm. alternatifs. De nos C'est très vrai. nombreux Mm. citoyens, voilà, par exemple Isabelle Bourgeois, par exemple Slobodan Despot, par exemple Amel Debay, par exemple Daniel ou d'autres. Et au fond, viennent réenrichir comme reféconder une réalité qui commençait à être complètement atone et stérile. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est dans tous les champs institutionnels. On a un raidissement univoque où il faudrait tous penser pareil, dans le champ de l'école, dans le champ monétaire, dans le champ médiatique, dans le champ politique, et vous n'avez pas le droit à la contestation. Et puis de l'autre côté, il y a un foisonnement de nouvelles initiatives portées par des héros. Parce qu'à mon avis, ce sont tous des moments héroïques que sont en train de vivre ces gens qui sortent du système et qui reproposent une alternative. Ça, c'est très réjouissant. Quel est le mode opératoire des fact-checkers, par exemple? Est-ce qu'il y a des ficelles qui sont évidentes pour Ah que oui. tu puisses nous aider à les repérer quand on est devant un reportage ou un documentaire qui discrédite quelqu'un ou une institution? Comment se dire, ah, attention, là, il y Ouais, a alors il quelque y a une chose qui première chose, cloche. c'est le fact-checking et la zététique sont nés au départ de l'idée de pratiquer le doute. De dire, bon, je ne crois pas par défaut ce type qui vient de me parler ou cette femme qui vient de me parler parce qu'il parle bien, etc. Je vais remettre en doute sa parole. Ce qui me paraît tout à fait sain, hein. C'est une bonne chose. Je pense que on a raison de mettre du doute et de pas de croire euh, et ensuite, c'est cette idée d'aller vérifier les informations. Et donc, au départ, il s'agissait de vérifier les informations données, par exemple, par le ministère des Finances, qui vous dit le chômage est à tant de pourcents, ou la dette publique est à tant de millions d'euros. Vous dites, ah, est-ce que vraiment il me dit quelque chose de juste là? Je vais aller vérifier. Et ça, pour moi, c'est complètement OK. On a vraiment besoin de fact-checking, de zététiciens, de gens qui pratiquent l'art du doute vis-à-vis de la parole publique des gouvernants. C'est ça. Donc cet objet, ce serait la parole des gouvernants, la parole des dominants, la parole des institutions publiques, comme un contrepoint citoyen, comme une démocratie qui fonctionne bien, qui vient dire, attendez, c'est pas parce que vous êtes élu que vous avez raison sur tout, c'est pas parce que vous avez pris le pouvoir que vous avez raison sur tout. Donc on va continuer à discuter, à maintenir une dialectique. Donc ça, pour moi, déjà, c'est vraiment le champ et le domaine de compétence de la zététique. Par contre, elle a été tordue progressivement pour être amenée sur d'autres objets. Et ces objets ne sont plus jamais la parole gouvernementale, mais toujours la parole de la contestation. Ça, rien que ça, vous devriez avoir un gros doute. On s'en fout en fait du portrait de Louis Fouché. Vous n'avez qu'à écouter, vous ferez votre avis, quoi. Vous n'avez pas besoin de fact-checker pour savoir si c'est vrai ou pas vrai, quoi. L'autre chose, c'est de prendre des objets qu'ils ne sont pas capables de commenter. Je vous donne l'exemple, le Covid. Moi, ça fait 4 ans que je travaille dessus. J'ai vu des malades Covid sévères. Je suis réanimateur. Euh, je suis marié avec une universitaire qui a lu les 270 000 pages de tous les dossiers Pfizer, Moderna, etc. On a réuni des scientifiques, des chercheurs, des universitaires de France, de plein de pays différents, pour discuter ensemble et faire des synthèses critiques. Donc on a fait le travail pluridisciplinaire et collégial. Euh, C'est-à-dire qu'on est très bon sur le sujet. Et donc un fact-checker qui a jamais rien lu, il- au mieux, il peut ne rien comprendre.
Et donc, c'est ce que vont passer leur temps à faire les fact-checkers, c'est à prendre des tout petits morceaux et à dire, sans comprendre l'ensemble du message, et à pinailler sur des détails. Je vous donne un exemple, dans le reportage de Cécile Trentien, elle vient sur un article qu'on a écrit avec mon épouse et quelqu'un d'autre sur la question des vaccins Covid et leur qualité. Et où on dit, il y a de sérieux doutes sur le fait qu'il y ait de l'ADN dans les vaccins et le promoteur de SV40, qui est un virus qui s'appelle le virus SV40, le virus vacuolant simien 40. Et là, elle dit, ouais, vous dites que SV40 est cancérigène. Et elle met à l'écran le rapport, elle stabilobose des morceaux. Elle lit même pas, parce que c'est pas nous qui disons ça, au moment où elle stabilobose quelque chose à l'écran, elle le surligne, c'est la parole de Kevin McKernan et du professeur Murakami qu'on cite justement pour la discuter, dans le paragraphe d'après. Et donc, c'est complètement injuste. Elle fait comme si nous, on avait dit SV40 est cancérigène, alors que non, on est en train de citer quelqu'un pour dire, tiens, quelqu'un a dit ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce qu'on peut discuter? Pareil, elle dit, vous dites qu'il y a SV40, mais Pfizer répond, il n'y a pas SV40, il n'y a que des fragments de SV40, peut-être. Alors déjà, prendre Pfizer pour défendre le médicament, euh, excusez-moi, l'IGAS, c'est les bœufs carottes de la santé en France, l'avait signalé à plusieurs reprises à l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, un peu l'équivalent de Swissmedic, hein, euh, en disant votre agence devrait systématiquement prendre le parti des patients, pas des médicaments. Le doute devrait profiter d'abord aux patients avant de profiter aux industries. Or, c'est systématiquement l'inverse qui se passe, c'est le doute profite à l'industrie plutôt que de profiter aux patients. Ça, c'est pas normal et éthiquement pas recevable. Euh, et là, c'est exactement ce que fait Cécile Trentien en citant Pfizer pour se défendre lui-même. Or, Pfizer dit quoi? Dit il y a des fragments de SV40. C'est exactement ce qu'on a dit. Un promoteur de SV40, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le gène, c'est-à-dire qu'il y a le début du gène. Sauf qu'elle elle sait pas ce que c'est qu'un promoteur. Et donc, plutôt que de poser la question et de dire c'est quoi un promoteur, c'est quoi SV40, elle vient avec le truc Pfizer en disant regardez, vous avez tort. Mais elle se décrédibilise encore plus. Elle dit vraiment que de la merde. Euh, Encore une autre technique, c'est la délégitimation du discours. Tout le long de cet entretien, je suis présenté comme anesthésiste. Mais c'est drôle parce que la majorité de mon travail, c'est réanimateur. Et la majorité de mes publications scientifiques de mon épreuve de titre, c'est réanimateur. Et réanimateur, c'est beaucoup plus légitime à parler du Covid, puisqu'on a soigné des Covid. Alors qu'un anesthésiste, on peut se dire qu'il a peut-être pas parlé du Covid, il va peut-être pas parler du Covid. Donc au fond, par le fait de m'accoler comme anesthésiste, parce que c'est une de mes facettes, mais c'est pas celle que j'exerce, euh, d'une part un mensonge, et c'est une délégitimation de mon discours pour me faire passer pour un blaireau. Ensuite, elle fait semblant d'aller sur Internet et de regarder mon épreuve de titre, que je lui ai envoyée par mail. Je lui ai dit, c'est ça que j'ai publié. Et donc là, elle fait semblant de chercher, elle dit, ah, je trouve 4 articles. Mais elle se trompe, elle n'utilise pas la bonne nomenclature de recherche pour la base de données qu'elle utilise. Et si elle utilisait la bonne nomenclature, elle en trouverait 84. J'ai pas écrit 84 articles, mais ça veut dire qu'elle ment. Elle fait semblant de dire que j'ai que 4 articles et donc je suis un blaireau. Alors même que j'en ai publié, en fonction de comment on compte, entre 8 et 11, ce qui est ni génial ni mauvais, hein. C'est la normale pour mon statut de praticien hospitalier. Euh, donc tout est fait pour nous délégitimer. Pareil, quand elle présente mon épouse, elle dit elle est pharmacien, comme si elle vendait des compléments alimentaires au coin de la rue dans une officine. Déjà, c'est méprisant pour les pharmaciens d'officine qui font un travail euh, très respectable. Et puis surtout, c'est complètement mensonger vis-à-vis de mon épouse, qui certes est pharmacien, mais est pharmacien biologiste, universitaire, maître de conférence des universités nommé à l'université de médecine, ce qui est très rare pour un pharmacien d'être nommé en médecine, hein. Imaginez que les médecins ont du mal à accepter les pharmaciens. Donc là, qu'elle soit à la fac de médecine, siégeant comme membre au conseil de fac, ayant une épreuve de titre à tout casser qui fait qu'elle fait partie des 5-6% des meilleurs auteurs dans sa catégorie versus 95% des autres auteurs qui sont moins bien classés qu'elle dans le ranking de publication. Et elle dit juste, c'est un pharmacien. Comme si donc ça c'est de la mésinformation, de la désinformation. Euh, Enfin voilà, donc il y a plein de Ah, ok. techniques comme ça tout le temps. On pourrait les développer parce que en fait l'ensemble de l'interview n'est qu'un réquisitoire contre elle-même. Au fond, elle bafoue tous les articles de la charte de Munich et Mhm. elle fait tous les poncifs de la manipulation. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est quand les mots clignotent en même temps qu'elle parle. Elle dit Docteur Fouché et là il y a marqué charlatan ou je sais plus quoi, un truc comme ça qui clignote. C'est des techniques de spectacle, ça, c'est des techniques d'hypnose. Mhm. On n'a pas le droit normalement de mettre des mots qui clignotent de manière subconsciente, subliminale. C'est juste dégueulasse, quoi.
Enfin voilà, donc ça, c'est Parfait. la diffamation pure et dure, quoi. Avant de partir, d'aborder la partie un peu plus philosophique de cet entretien, je voulais te poser une question qui me brûle, me brûle les lèvres depuis quelque temps, parce que c'est une des rumeurs de plus qui circule à ton encontre et j'aimerais que pour une bonne fois pour toutes, tu t'expliques à ce sujet. Pas mal de figures de la dissidence te reprochent ou te soupçonnent de faire partie de l'opposition contrôlée. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'opposition contrôlée et que réponds-tu à cette accusation? C'est difficile, hein, parce que l'opposition contrôlée qui perd son travail, qui est traîné dans la boue, qui est suspendu pendant 606 jours, euh, ouais, enfin, j'ai du mal à comprendre. Euh, qui a participé à la construction de très nombreux collectifs, d'actions, de documentaires sur les suspendus, de livres, d'émissions toutes les semaines jusqu'à la 150e émission toutes les semaines sans relâche. Avec le Conseil scientifique indépendant, qui a organisé des réseaux de soins dans le Covid, Covid soins, mettant en relation de manière pluridisciplinaire des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des prestataires de services en oxygène pour soigner les gens à la maison et les empêcher de venir à l'hôpital. J'ai du mal à comprendre ce que vient faire cette histoire d'opposition contrôlée. Euh, et donc, moi, j'aimerais bien comprendre. Je pense qu'il y a l'immense majorité des gens fait ce qu'elle peut, voilà, avec ses moyens. Donc moi, je fais ce que je peux. Alors peut-être je peux pas tout, hein, je suis désolé, je fais que ce que je peux, quoi. Il y avait une expression dans ma famille de ma grand-mère, c'est la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, quoi. Donc moi, je peux donner que ce que j'ai, et, euh, et peut-être que c'est ça, être contrôlé quelque part. Peut-être que la diplomatie que j'essaye d'avoir vis-à-vis du pouvoir est prise comme une opposition contrôlée. Je donne un exemple où j'ai pu être critiqué et je comprends tout à fait, hein. C'est que vis-à-vis des conseils de l'ordre, j'ai dit il va falloir rediscuter avec eux. Et pour rediscuter avec eux, il va falloir leur trouver une porte de sortie. Parce que s'ils n'ont pas de porte de sortie, jamais on rediscutera. Ils essaieront de broyer toute discussion sur la question des vaccins, des effets secondaires et des victimes des effets secondaires. Et donc j'ai posé la question, je me suis dit, est-ce que mon enjeu, c'est de défoncer le Conseil de l'ordre et les foutre devant les tribunaux, ou est-ce que c'est de permettre que ces vaccins soient retirés du marché, qu'il y ait un moratoire sur les ARN, chez l'humain, chez l'animal, et que les gens soient soignés, et qu'on mette en route une recherche sur la spikologie. Les gens qui ont des effets secondaires, j'entends, hein. Et bah clairement, moi, mon choix, il est fait. C'est que les Mhm. gens soient soignés et c'est qu'on retire du marché ces produits de merde. Et même si ces gens doivent rester libres, ce sera injuste, mais je préfère obtenir ce résultat que de les foutre en tôle et que pendant ce temps, des gens soient malades, pas soignés, etc. L'autre chose, c'est que, mais j'interdis personne à personne d'essayer de les mettre en tôle. Tant mieux s'ils y arrivent, hein. Moi, mon constat actuellement, c'est que la justice donne toujours raison au narratif dominant. Et donc, je sais qu'on va perdre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Chacun son boulot. Je suis très content qu'il y ait des gens qui aillent au tribunal et qui essaient de les défoncer, que Vérity France fasse des procès, que Bon Sens fasse des procès. Je les trouve très courageux, je les admire. Simplement, quelle est la place de chacun? Moi, c'est pas ma place à moi. Ma Mhm. place, c'est au contraire, vous savez, en Irlande, pour qu'elle obtienne sa liberté, il y a eu deux choses. Il y a eu le Sinn Féin et l'IRA. L'IRA était armé, faisait du terrorisme, etc. Le Sinn Féin faisait de la négociation politique, diplomatique, et les deux étaient nécessaires probablement. Enfin, voilà, après, ça n'excuse rien des exactions de l'IRA, etc., hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Je vais pas justifier le terrorisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin de ces différentes dimensions d'action. Les gens qui sont contre le système, des gens qui sont à l'intérieur et qui cherchent à le transformer de l'intérieur, des gens qui travaillent l'alternative. Et on a ces trois dimensions en chacun d'entre nous. On est tous contre le système quelque part, un peu dedans, on admet, on avale des couleuvres et on essaye de le transformer à notre petite mesure, de manière diplomatique. Et puis dans l'alternative, on joue à faire autre chose complètement en dehors, puis on essaye, et puis on est un peu comme des enfants à ce moment-là. Je pense qu'on a ces trois dimensions en nous. Euh, donc voilà, la première partie de ma réponse, c'est je ne peux donner que ce que j'ai. La deuxième, c'est personne n'est obligé ni de m'écouter, ni de, ni de faire comme moi. Je suis très content qu'il y ait plein d'autres façons de faire. Et moi, j'empêche personne de faire quoi que ce soit. Et ensuite, il y a une vraie opposition contrôlée. Par exemple, Jordan Bardella est une vraie opposition contrôlée aujourd'hui en France. Voilà, j'ai pas de problème à le dire, hein. Le RN, pour moi, est de l'opposition contrôlée, mais complètement. Le Voilà. Est-ce que Et, tu peux nous rappeler ce que c'est que d'opposition contrôlée selon tes critères? ce serait
des gens qui émergent et dont on cherche ensuite à les domestiquer, D'accord. à les faire servir le système. Donc, vous auriez, et voire même des gens qui, dès le départ, viendraient infiltrer les mouvements de résistance pour les emmener dans des chemins qui sont pas les bons, euh, et à négocier avec le pouvoir, etc. Comme si on mettait pendant une révolution un nouveau chef qui émergerait et qui dirait ah on va faire la sixième République et suivez-moi, etc. Ce sera bien, mais qui en fait va remettre les mêmes personnes au pouvoir. Mhm. Les mêmes banquiers d'affaires au pouvoir, tu vois, ça ce serait de l'opposition contrôlée. Moi, ce que je pense, c'est que vraiment les gens font comme ils peuvent avec une certaine confusion. Et aujourd'hui, dans la résistance, il y a des gens qui sont tellement en colère qu'ils peuvent même devenir fous. Pour moi, Mhm. des gens qui tiennent un discours en disant les virus n'existent pas aujourd'hui, par exemple, Mhm. je pense que ça n'est pas je dis pas qu'on peut pas discuter, hein. Mhm. Pour moi, on peut tout discuter. Notre vision de la médecine, c'est OK. Peut-être que dans 50 ans, on dira il y a pas de virus, hein. Moi, je sais pas. Mais là, tout de suite, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça permet de discuter avec Mhm. l'ordre des médecins? Est-ce que ça permet de discuter avec les tribunaux, etc.? Ça Mhm. sert à rien. Et donc, pour moi, c'est plutôt celle-là, l'opposition contrôlée. C'est celle qu'on amène dans des discussions folles, ou ceux qui diraient publiquement, il y a des reptiliens, tout ça est un combat entre des forces extraterrestres. Moi, je vais être ouvert à tout, hein. Encore une fois, je suis assez curieux. On peut en discuter autour d'un verre et rigoler, voir le monde d'une manière tout à fait rafraîchissante. Mais est-ce que c'est utile? Mhm. Moi, j'ai vraiment une vision pragmatique des choses. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick d'un seul Mhm. cran, quoi? Et est-ce que si on disait tous, c'est des dangereux extraterrestres qui veulent nous tuer, ça changerait quelque chose? Même pas. Euh, voilà, hein, donc Parfait. Alors justement, parlons de plans d'existence ou de plans de réalité différents, parfois qui sont des projections ou des fruits de l'imagination ou des illusions. Il y a un aspect de ta vie, de ton engagement qu'on connaît très peu. C'est que tu es un poète, un philosophe, un contemplatif aussi. Et tu as réalisé un court-métrage que je trouve très fort, qu'on connaît encore une fois très mal, un court-métrage très fort et touchant sur le principe d'un jeu vidéo ou d'un escape game dont tu es le héros et dont, oui, où tu cherches désespérément la sortie. Alors, dans cette mise en scène de toi-même, tu te demandes pourquoi est-ce que je dois continuer? Je pourrais m'arrêter de respirer et tout s'arrêterait. Alors, je te pose la question, malgré les coups et les revers, pourquoi est-ce que tu continues, Louis? ouais, alors avant de te répondre, je vais dire un petit mot de cette Oui, œuvre oui, parce que s'il te plaît, pour c'est rendre facile. hommage à Manu et à Chris, Mhm, qui sont deux artistes qui sont venus me trouver en disant voilà, on sait utiliser le moteur graphique d'un jeu vidéo ultra violent pour le transformer et réussir comme tourner des scènes à l'intérieur. Et ce style-là même s'appelle des machinima. Et d'habitude, ce sont des jeunes qui, en gros, se filment en train de jouer à des jeux vidéo et en train de faire des tueries de masse, quoi, en gros. Et puis, il y a sur YouTube plein de machinima qui sont que des histoires de tueries de masse. Bon, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire, hein. Euh, mais c'est un style artistique qui existe déjà. Et là, il y avait cette idée de le tordre en faisant intervenir en faisant une mise en abîme de ce qui m'était arrivé pendant le Covid. C'est-à-dire, moi, je vivais ma vie tranquillou, puis je suis devenu ce personnage médiatique, et puis on a cherché à tordre ce personnage médiatique, et puis c'est plus moi, quoi. À la fin, la fiche Wikipédia de qui vous parlez, quoi. Je sais même pas. Euh, et au fond, là, c'était cette idée-là, c'est de faire qu'un des personnages de ce jeu vidéo ait un scan 3D de mon visage sur lui. Mais le personnage n'est pas moi, hein. C'est un mhm, personnage d'un jeu mhm, vidéo. Il vole, etc. Et c'est drôle parce que j'ai vu beaucoup de gens voir le film et dire ah, je t'ai vu dans un jeu vidéo. J'ai dit, non, tu m'as pas vu. Tu oui, as c'est vu un avatar. un avatar, Mhm, exactement. Moi, je vole pas. Moi, je sais pas. Ça, il a ma voix, il a des parties des traits de mon visage, mais c'est pas moi. mhm, Et on est en mhm. plein dans cette problématique-là dans notre société. On passe notre temps à voir des ombres, à voir des, des simulacres, à vivre dans une illusion. Alors, ceux qui ont de la culture philosophique parleront du mythe de la caverne de Platon. Vous savez, qui est cette caverne dans laquelle nous sommes tous enfermés, esclaves, avec des sophistes qui agitent devant un feu des marionnettes, et nous, on regarde le mur du fond et on voit les ombres chinoises, les ombres projetées, et on pense que c'est ça la réalité. On dit, ah, regarde, il y a un chien qui se bat Mhm. contre un lapin, comme si, vous savez, on fait le lapin comme ça, et puis, mais ce sont des ombres. Et puis, il y en a un qui cherche à sortir.
Il se retourne et il voit l'entrée de la caverne. Et il dit, mais c'est ça la sortie, il faut que je rompe mes chaînes et que je sorte. Et il sort et il regarde dehors et il est ébloui, il voit rien tellement il y a de lumière et il était habitué à l'obscurité. Donc il met beaucoup de temps à se remettre à voir quelque chose. Et ensuite il voit le côté magnifique de ce paysage où il y a des arbres, des fleurs, de l'herbe, un ruisseau qui coule, les nuages qui passent dans le ciel, le bleu du ciel. Et il dit, mais c'est ça le vrai monde. En Mhm. bas, c'était qu'un simulacre. Et il re-rentre dans la caverne pour dire à ses copains, venez les gars, il faut sortir. Et quand il re-rentre, qu'est-ce qui lui arrive? Il le tue. Il le tue parce que c'est insupportable de, de, euh, cette réalité-là qui est à l'extérieur. Elle est tellement grande, elle est tellement belle qu'on préfère rester dans notre petit monde étriqué de croyances limitantes où on sait ce qui va se passer, où tout est prévisible, où les ordres de pouvoir et d'hierarchie ont une nomenclature bien, bien lisible, un cursus honorum défini. Et si on en sort, on risque de tout perdre. Le philosophe, il perd tout. Il perd la gamelle qu'on lui servait chaque jour. Il perd peut-être le chaud du feu qui servait à l'éblouir et à lui raconter des histoires. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'esclavage. Et, Euh, ouais, c'est l'histoire absolument. de la Boétie, hein, voilà, de la servitude volontaire. C'est l'histoire des Hébreux qui sortent d'Égypte pour échapper à l'esclavage et qui errent dans le Sinaï. Et au bout d'un moment, dans le texte, il y a marqué que certains disent on en a marre, Moïse, on en a marre. On retourne en Égypte. C'est trop dur d'être libre. Il faut manger la manne, on doit marcher. C'est trop dur. On trouvera jamais la terre promise. On va retourner en esclavage parce qu'au moins là-bas, la marmite bouillait bien et on savait à quoi s'attendre. Oui, on recevait quelques coups de fouet, oui, on devait bosser. Et ils y retournent. Et finalement, cette histoire-là, du monde d'illusion dans lequel on vit, elle revient tout le temps avec le Truman Show, ceux qui ont vu le Truman Show avec Jim Carrey. Elle revient, Chef-d'œuvre. elle revient avec Matrix, qui a beaucoup marqué toute une génération en disant, ben ouais, en fait, on vit dans une illusion. Elle revient aujourd'hui avec ce monde numérique dans lequel on vit. Là, tu vois, on se parle par, euh, par Zoom interposé. On devrait être ensemble, en vrai. Se toucher, se voir, se faire un bisou, se dire bonjour, tu vois. Et se ressentir physiquement aussi sur ce qu'on vit. Et ben non, on est déjà projeté dans ce monde numérique. Et le Covid a accéléré, a été comme un accélérateur de notre avatarisation. Nous, on n'a jamais fait autant de réunions Zoom, hein. On savait même pas que ça existait avant. Et nos groupes se sont organisés dans des réunions numériques. Et donc, cette œuvre, elle voulait montrer ça. Elle voulait montrer ce mouvement de digitalisation de nos vies et de déréalisation de nos vies. Où, à la fin, tout est possible. Le pire des scénarios, le fait de voler, etc. Mais c'est du toc. C'est faux. C'est juste Mhm. pas vrai. Et ça rend pas heureux. Et le film est assez sombre quelque part, hein. Il montre un monde qui est pas très beau. L'esthétique pourra déranger peut-être les gens qui regardent, parce que autant les artefacts, les immeubles, les routes sont très bien faites. Ce serait presque à s'y tromper. Autant, dès qu'on est face à du vivant, les traits d'un visage, les herbes, c'est moche. Mhm. C'est pas bien fait. Ça rend pas bien. Et c'était volontaire de faire ça, de dire, regardez, cet univers-là, il est obscène quelque part. Et tout ce qui est faux, il le rend plus vrai que nature, et tout ce qui est vrai, il le rend faux. Et, il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus, hein, Guy Debord, sur la société du spectacle et les commentaires sur la société du spectacle, que je vous invite à lire. Il y a eu des films aussi qui ont été faits sur cette idée qu'on vivait dans un grand spectacle, un grand Truman Show en permanence, Mhm. et on en était partie prenante. Au fond, moi, quand je vais sur CNews, bah, je suis Guignol contre Niafron. Et je fais partie de cette opposition contrôlée dont tu parlais tout à l'heure, cette grande mise en scène où on fait semblant que des gens ont un discours et un dialogue, démocratique, mais en fait, dans le réel, il se passe plus rien de démocratique. On vous impose les choses en permanence. Et donc, il y avait vraiment cette idée, est-ce qu'on peut sortir? Et pour moi, c'est symptomatique qu'aujourd'hui, dans tous les supermarchés ou partout chez les jeunes, vous voyez escape game. Et on leur propose de venir faire un escape game. Comme s'il fallait s'échapper de cette réalité de merde. Vous voyez plein de jeunes qui s'enfuient dans le monde numérique en disant, de manière, le changement climatique, les désastres écologiques, la pollution de l'air, de l'eau, la corruption, c'est tellement moche, je veux pas y vivre moi là-dedans. Donc soit je meurs, je me suicide et je pars je sais pas où, soit je m'enferme dans le monde numérique, dans mon téléphone portable. Et vous avez beaucoup de jeunes, ils sont comme enfermés avec un geste autistique, comme des autistes, dans le Mhm. monde numérique, à avoir dans des circuits de récompense où on leur donne un sucre tout le temps. Hop, une fille à poil par-ci, oh, une nouvelle bagnole à acheter par là, oh, une nouvelle catastrophe au bout du monde par là. Et ils s'entretiennent dans cette fascination-là
Mhm. Il y a il y a des exemples de jeunes japonais comme ça qui ne sortent même plus de chez eux, qui se font tout livrer par Uber Eats ou des choses comme ça, qui sont verdâtres, qui voient plus la lumière du jour et qui passent leur temps devant des écrans et qui ont peur même d'une éponge, qui ont peur de la lumière du jour, qui ont peur de dire bonjour à quelqu'un d'autre. Donc ce film, il parle de ça. Il parle de comment on revient à la relation et au À vrai. à la vraie vie. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce qui te donne envie de continuer dans ce monde entre virtualité, digitalisation, mensonge, manipulation et vérité? Alors, ce qui me donne envie de continuer, c'est que à chaque endroit où il y a un constat de déploration, on se dit, bah, le monde est dégueulasse, c'est pourri, etc. Il y a des brèches qui s'ouvrent, il y a comme des failles, ça se craquelle de partout. Et là, il y a de la lumière qui suinte, il y a plein de gens qui essayent de faire autrement. Il y a plein de joie, on rigole, on vit des aventures, on est vivant pour de vrai avec les tempes qui battent et le cœur qui bat la chamade. On tombe amoureux, on est enjoué. Je vois que c'est deux moments en même temps, comme si il y avait le sombre d'un côté, mais de partout il y avait de la lumière entre, et que la lumière rien peut l'arrêter. Et dans l'univers du film, l'univers se met à s'effondrer. Il y a comme un tsunami qui arrive et tout est englouti, quoi. Et il y a la coexistence de gens qui font semblant que tout va bien, conduisent leur voiture comme si tout allait bien. Puis il y a une énorme vague qui passe et poum, puis ils font quand même semblant que tout va bien, mais c'est pas vrai, quoi. Et c'est ce qu'on vit. C'est aujourd'hui des gens qui vous disent non, non, mais tout va bien, Macron est un bon gouvernant, etc. Ah, non, 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 c'est pas vrai. Donc il y a des gens qui veulent pas voir le désastre, mais le Mhm. désastre est là. Et dans le troisième épisode, je vais spoiler un petit peu ce qu'il n'est pas sorti, mais il y a une fragmentation de cet univers où il y a des zones de noir qui s'ouvrent, comme s'il y avait un bug dans la matrice et que d'un Mhm. coup le jeu vidéo, ça marche plus, quoi. Mhm. Et la réflexion, c'est que c'est là qu'est la liberté. Et c'est un espace indéfini, c'est-à-dire que c'est dans ces zones de noir il y a rien qui nous attend. C'est nous ce qu'on va y créer et y mettre qui va exister. Et donc, au fond, la liberté, elle est toujours là. L'escape game, il est en permanence rendu possible à l'intérieur de la contrainte. Est-ce que vous continuez à subir cette contrainte ou est-ce que vous reprenez votre liberté? Vous Mhm. regardez la télé comme ça et faites ah oui, le Covid, c'est très grave, machin, je vais prendre mon vaccin. Ou est-ce que vous dites non, on va créer un faux Covid, on va créer les mamans louves, on va créer Bon Sens, on va créer tous les Mhm. mouvements que j'oublie, etc. Et on va se réunir entre humains, vivre pour de vrai et faire tout ce qu'on peut. Et donc, pour moi, la vérité, c'est des phrases de Mehdi Belhadj-Kassem, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, malgré ses travers, malgré parfois euh, ouais, ses discourtoisies ou ses voilà, il aide à réfléchir euh, ou ses maladresses, et notamment sur l'idée que au fond, le vrai, c'est un combat entre le véridique et le mensonger. C'est le frottement en permanence du Mhm. mensonge et du véridique. Et c'est ce qui se passe dans nos réalités quotidiennes, hein. Là, encore à Marseille aujourd'hui, il y a des gens dans la rue, ils ont un FFP2. On est en juin 2024. C'est n'importe quoi. C'est mensonger. Ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Pourtant, c'est là. C'est réel. Et puis, il y a d'autres gens qui essayent de tenir un discours qui a du sens. Non, 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 les masques, là, ça sert à rien. Et puis, l'immense majorité des gens ne met plus de masques, ça sert à rien. Et donc, il y a un frottement en permanence entre les deux. Et là, il y a un choix à faire individuel. C'est qu'est-ce que je veux vivre? Euh, je vous donne un exemple. Sur cette histoire de résistance, c'est ce que me reprochent des gens. Il y a des gens qui disent ouais, mais tu gueules pas assez contre le système, tu devrais être vindicatif et tout ça, t'es un bisounours. Mais moi, quelque part, c'est très égoïste. C'est qu'est-ce que je veux vivre chaque jour? Si je suis en colère contre Emmanuel Véran, contre Olivier Véran, si je veux que Cécile Trantien soit punie, etc. Mais ma vie va être sombre en fait. Je vais être en colère, je vais avoir une revanche, etc. Mon quotidien va être envahi, ma rame va être saturée de saloperies, quoi. Et le soir, je vais me coucher avec les idées qui tournent dans la tête et tout ça. Mais je veux avoir ma propre vie à moi, où je peux contempler les belles choses qui sont là partout. Un autre exemple qui est pris souvent par un ami qui s'appelle Thomas Dansbourg, c'est quand vous prenez votre douche. Est-ce que Mhm. vous pensez à Emmanuel Macron, à Olivier Véran, et tout ça? Il y a pas la place dans votre douche, hein, pour qu'on soit tous, pour qu'il y ait tous ces gens-là avec vous. La douche, c'est un moment pour vous, c'est avec votre corps, c'est avec le beau, c'est avec la sensation de joie de l'eau chaude et du savon. Et c'est ça qu'il faut nourrir. Donc là, il y a Mhm. comme une discipline du bonheur quotidienne qui consiste à nourrir sa vie avec ce qu'on juge juste. Donc là, par exemple, la réponse à Cécile Trantien et au reportage de la RTS, pour moi, c'est essayer de voir comment est-ce que ça peut aider la RTS
à, à- à faire quelque chose de plus juste? Comment moi, ça peut être le prétexte pour dire tout ce que les gens n'ont pas vu, Escape Game, là dont tu parles, le travail sur la non-violence, le travail avec les guides de haute montagne, le travail avec sur un truc qui s'appelle Une autre histoire, où on a beaucoup parlé de permaculture, d'agroécologie, d'éco-construction, le documentaire Tous résistants dans l'âme, qu'on a projeté à plus de 100 endroits, qui a été vu par plus de 20 000 personnes ou 30 000 personnes, qui est le documentaire le mieux classé dans Allociné. Si tu vas dans Allociné, tu regardes meilleur film, meilleur documentaire, c'est le premier. Dans le silence assourdissant des médias, hein. Cécile Trantien n'en a jamais parlé. Pourtant, moi, je lui en ai parlé. Et ça, c'est des propositions constructives pour le monde et qui permettent de réunir les gens et qui nous donnent de la force d'agir. Que c'est le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est tout seul, on peut rien. Par contre, dès qu'on se met ensemble, on est extrêmement puissant et à changer le monde, justement. Et c'est ce que j'ai découvert ces dernières années. C'est que moi, tout seul, si je gueulais derrière mon écran, ouais, Mhm. il se passerait rien, quoi. Mais à partir du moment où j'étais un peu diplomate, où j'acceptais les autres comme ils sont sans vouloir les changer, et qu'on se mettait en lien sur les choses fondamentales qu'on avait envie de voir venir, prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, prendre soin de nous. C'est les éthiques de la permaculture, hein. Prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, partager nos pépites et nos ressources de manière équitable. Moi, ça me va, hein, c'est OK, c'est un fil rouge, je veux bien le suivre. Et, euh, et ben à partir du moment où on fait ça, ça devient extrêmement fécond et ça crée plein de choses autour de nous. Donc, Alors, dans ce court-métrage, tu verbalises, ou, enfin, toi, ou en tout cas, le personnage, ouais. le personnage dit la chose suivante, le réel ne reviendra jamais puisqu'il est déjà là. En d'autres termes, n'attendez pas un sauveur extérieur ou n'attendez pas que quelque chose de vrai vous arrive, puisque ce vrai est déjà là. Est-ce que tu peux commenter? Ouais, tout à fait, ouais. Je vais commenter en donnant un exemple, c'est que j'ai essayé de le montrer à des jeunes, en me disant, bon, bah, c'est dans un jeu vidéo, ça va les toucher, tout ça. Et puis, au bout de 5 minutes, un jeune qui m'a dit, oh, ça m'a saoulé. Et il a fermé oh, il y a trop de mots compliqués, tout ça, oh, ça m'a saoulé. Et il a fermé l'ordinateur et il est parti jouer dehors, dans la nature. Et Mhm, ben, moi, c'était bon, c'est ce que je voulais. C'est ça, c'est exactement ça. T'as compris le message du truc, quoi. C'est le réel est déjà là, la beauté elle est déjà là, le vrai monde il est déjà là. Il ne fait, il nous attend. Il n'attend que notre décision. Il mhm, s'agit juste de fermer l'ordinateur, d'éteindre les téléphones portables, à part pour appeler les gens qu'on aime ou pour avoir de la créativité comme on est en train de le faire, et puis de réinvestir le champ banal du quotidien où se situent les belles choses. Et il y en a plein. Donc voilà. Donc le film lui-même, il est sombre hein, quelque part. Il est presque pessimiste. Hein. C'est lié à la personnalité des réalisateurs. Moi, j'ai fait partie la façon de le construire a été très étrange. On a essayé de mettre en abîme cette idée de la liberté et de la contrainte, faire partie de la matrice et chercher de la liberté et mhm, chercher les failles. Et donc, on est parti du jeu vidéo, qui est un jeu très violent. Et là, ils ont cherché comment trouver des scènes de paix et de beauté et de philosophie à l'intérieur de cette violence. mhm, Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait un script vidéo et ils m'ont dit, voilà, ce personnage, on va mettre ta tête dessus et ta voix. Maintenant, c'est à toi de dire quelque chose. Donc moi, j'étais dans la contrainte de leur script vidéo, c'est-à-dire le déplacement du personnage, les décors, etc. Ça, c'est eux qui l'ont créé. Et après, ils m'ont dit, bah toi, essaie de trouver ta liberté là-dedans. Alors j'étais très contraint, hein, parce que moi peut-être j'aurais voulu emmener le personnage ailleurs et tout ça, mais non, ça va se passer comme eux ils ont décidé. Mais comment je peux trouver de la liberté là-dedans? J'en ai trouvé dans mon discours. Et il y avait encore une mise en abîme, c'est qu'ils ont mis plein d'écrans, d'écrans de télé, d'écrans vidéo, de cinéma, de décors qui n'étaient pas définis encore. Et ils m'ont dit, en fonction de ce que tu vas dire, nous, on va se retrouver obligés de mettre dans ces écrans des choses qui sont en rapport avec ce que tu dis, mais où on a de la liberté aussi. mhm, Ça va? Et donc, c'est des mises en abîme successives où à la fin, ils arrivent à ce que dans les écrans, ils mettent des scènes filmées, mais qui sont beaucoup plus belles que ce qu'il y a dans le monde dans lequel on est. Donc il y a un moment une danse africaine, il y a un moment il y a euh, Labori qui parle, et il y a des moments de philosophie ou de choses comme ça, et c'est beau. Le grain est beau, l'image est belle, beaucoup plus que dans le jeu vidéo. Et ça, c'est volontaire. C'est un jeu de tiroirs successifs, tu sais, c'est mise en abîme mhm. des jeux de miroirs successifs où pour regarder cette même histoire de on est coincé dans ce monde, dans cette incarnation, dans cette peau, comment on trouve une liberté dans notre existence et dans notre vie, quoi. Et de la beauté. Pour avoir Ouais. moi-même été journaliste, évidemment, depuis une trentaine d'années, et puis délégué humanitaire dans des pays en guerre, dans des zones de conflit, eh bien, j'ai vu autant de beauté, de solidarité, d'entraide
et de courage au cœur de la guerre que d'horreur. Et je me suis, comment dire, je me suis surprise à penser que finalement, est-ce que ce n'est pas la source ou cette divinité que l'on porte en soi, en tout cas c'est ma croyance, hein, ça n'appartient qu'à moi, et qui a fait le choix de se séparer et de générer la dualité, hein, une expérience dualiste dans ce bas monde pour se rencontrer dans son amour, pour nous apprendre, nous autres, à faire l'expérience de l'amour par la loi des contrastes et de la séparation. Et je pense que là, je rejoins ta vision non dualiste en ce sens où on est à la fois sur une pièce ou dans une pièce de théâtre où on s'amuse à s'identifier à tel et tel héros, aux méchants, aux gentils. Et c'est grâce à ce jeu des rôles respectifs et de la confrontation que finalement on peut savourer l'amour par l'expérience de la souffrance aussi. Et donc ça me permet de t'amener à une de mes autres questions, qui est celle de la non-dualité, puisque c'est une vision que je partage avec toi. Euh, Comment peut-on être à la fois observateur de l'absurdité qui nous entoure, des abus, des guerres, de la violence dans ce monde, sans être happé par le fait de s'identifier à ce personnage qui souffre de voir de l'injustice sur la terre? Comment être à la fois observateur de la dualité, donc être l'acteur aussi de la dualité, tout en restant dans cette posture non dualiste où on se reconnaît comme étant l'expression d'une source unique, d'une forme d'intelligence universelle. Euh, Tu vois, comment garder ces deux postures, ces deux niveaux en même temps et comment toi, concrètement, tu le pratiques, si tu y arrives. Alors, c'est des sujets extrêmement profonds et au fond complexes, pas compliqués, mais complexes, c'est-à-dire qui nous ouvrent à plein de considérations. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Traverser la peur, l'Odyssée du réel, qui traite vraiment de cette question-là, quoi, de l'illusion, la pièce de théâtre, des répétitions pour essayer de structurer un monde rassurant quelque part, et puis beaucoup de la question rituelle avec les autres. C'est-à-dire le fait de célébrer quelque chose avec les autres de manière répétitive. Euh, et voilà, donc peut-être que j'arriverai pas à mettre toutes les nuances que je voudrais, et au fond, c'est volontaire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup dans ce qu'on est en train d'aborder qui a un rapport avec les émotions, avec le corps, avec le vécu sensible. Euh, et tu me demandais comment est-ce qu'on peut essayer de réconcilier, au fond, ce Mhm. paradoxe, cette chose Mhm. ambiguë dans laquelle on est en permanence. Et effectivement, notre vie est comme paradoxale en permanence, quoi, hein. Euh, et j'ai l'impression que le rapport à l'animal pourrait être une voie thérapeutique au sens où l'animal, lui, en général, n'émet pas de jugement, n'émet pas euh, que ce soit son chien, ou que ce soit son chat, ou que ce soit des abeilles, ou que ce soit un cheval. Au fond, il va nous prendre comme on est à cet instant T, et peut-être que avec pas beaucoup de rancœur pour la suite, un instant T plus un, si on est différemment et qu'on revient dans une autre intention, il la prendra aussi. Comme une réacceptation du temps présent, de réinvestir le temps présent. Et moi, je l'ai vécu physiquement. C'est pas intellectuel ce que je vous dis. Je l'ai vécu avec les abeilles. Il y en a qui le vivent avec les chiens, avec d'autres animaux, mais moi, je l'ai vécu avec les abeilles, qui est en étant initié par une sorte de grand maître des abeilles, quoi, un berger des abeilles, chez qui j'étais parti faire un stage et qui nous emmène. Alors, on était tous voulant parler d'apiculture, comment on fait ci, comment on fait ça, avec plein de questions intellectuelles. Il nous dit, calmos tout le monde. On va être avec les abeilles. On ne comprend pas trop. Voilà. Il nous amène près du rucher. Il nous dit, bon, je reviens dans un quart d'heure, j'attends que vous soyez prêts. Puis au bout d'un quart d'heure, elle revient. Le bruit avait changé, l'ambiance avait changé. Il y avait une sorte de douceur qui s'était installée. Le vrombissement des abeilles était comme un roulement doux. Puis nous, on était tous presque un peu méditatifs, pris dans cette espèce d'ambiance là, du bruit des abeilles. On était avec les abeilles. Puis là, il nous dit, ah, il y en a deux qui sont encore pas dedans. Je reviens encore dans un quart d'heure. Ah bon. Donc on attend encore. On espère que les deux qui étaient pas dedans s'y mettent, quoi. Et puis enfin, le stage commence. Et il nous amène près de ruches paniers, qui sont des ruches faites en osier.
euh, et qui sont dans des appiers et qui sont un peu comme des animaux vivants, parce qu'il y a pas ce côté bois ni rien. Là, on est sur de la paille. Et il en retourne une comme ça, et on n'avait pas de tenue. On était avec les mains nues, la tête nue, etc. Et il met ses mains dans la ruche avec les abeilles, il commence à monter sur ses bras, et avec une relation très douce de découverte mutuelle, pas du tout agressive. Euh, et il nous dit, bah, venez, faites pareil. Alors, on y va, quoi. Et puis, comme il était là, sa présence rassurante, au fond, m'a aidé, moi, parce que tout seul, j'aurais peut-être pas osé, quoi. En plus, habitué à de l'apiculture telle qu'on nous l'apprend au rucher école, où il faut avoir un peu peur, enfumer les abeilles, mettre sa combinaison. Il y a des allergies, tout ça. Non, là, le type nous dit, mettez les mains dans les abeilles, quoi. Et donc, on le fait, et puis je sens cette caresse chaude, douce, cette envie et je ressens vraiment cette curiosité, cette envie de découverte, de cet être étrange qu'est la ruche. Puis il nous explique, il dit voilà, une abeille, c'est une cellule. Et la ruche, c'est l'être lui-même. Et c'est un être quantique étrange. Parce que quand vous ouvrez une ruche, vous avez vu là, on a retourné la ruche, toutes les butineuses sont en train de revenir. Et pourtant, elles n'ont pas eu le temps de se passer le message. Il y en a qui étaient à 1,5 km. Donc celles qui ont commencé à revenir, elles reviennent dès qu'on a tourné la ruche et qu'on a mis les mains dedans. Elles n'ont pas attendu que quelqu'un vienne leur dire, ah ouais, en fait, il y a un problème à la ruche pour revenir et sonne l'alarme. C'est-à-dire que tous ces êtres qui paraissent distanciés, en fait, sont interconnectés. Immédiatement. C'est très étonnant. Euh, et ça, c'est vécu, hein, je veux dire. Et puis il nous dit, et plus loin que ça, la ruche elle-même est une cellule du rucher. Parce qu'il y a 400 ruches là autour de nous, dans tout cet espace où on est. Et la vie du rucher est encore autre chose que la vie de la ruche, et de la vie de l'abeille. Comme si chaque élément avait sa vie propre, son espace-temps, sa, son sens, sa raison d'être, mais participer à plus grand, intégrer son jeu dans quelque chose de vertical, de plus grand, qui est la ruche, qui est le rucher. Comme Donc on une appelle ça une... métaphore tu nous parles d'une métaphore de l'humanité, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et on a continué à faire de l'apiculture tout le week-end sans aucune protection, parce qu'on était avec les abeilles, dans cette douceur de la rencontre. Et il y a un moment, il me dit, va mettre une grille à reine. Et là, j'oublie que je dois être avec les abeilles, je pense que au fait de mettre ma grille à reine. Bam! Je me suis fait piquer tout de suite. Ça y est, j'étais plus connecté, j'étais autre chose, j'étais un ennemi, j'étais plus avec la ruche. Mhm. Un peu plus tard dans la journée, il m'emmène, on était plus que deux ou trois, il nous emmène, il dit, ah, quand j'étais petit, je jouais à attraper les faux bourdons devant la planche d'envol. Ah bon? La planche d'envol, normalement, on se met pas devant. Il y a les abeilles qui vont et viennent et on risque de se faire piquer. Il y a marqué partout, attention abeilles. Là, on se fout en plein devant, non protégé. Et puis on regarde comme ça devant la ruche et on joue à attraper les faux bourdons. Ils ont des plus gros yeux, ils sont un peu plus pâteaux, ils sont un peu plus gros. Et à les regarder dans notre main et puis à les laisser repartir. Et on joue vraiment comme des enfants, tu vois, alors qu'on a 40 balais et que lui, il en a 50 ou 60. Et, euh, je ressens que les abeilles sont tout autour de nous, passent, rentrent dans la ruche, repassent, et nous entourent, nous englobent comme quelque chose de bienveillant, comme on fait partie de leur monde. Et la journée se termine. On est en train de discuter avec Gilles, Gilles Denis, il s'appelle, hein, pour ceux qui voudraient aller le voir. C'est une expérience initiatique tout à fait intéressante. Et il est en Ardèche ou quelque chose comme ça. Et puis mes enfants arrivent et ils avaient passé la journée avec leur maman un peu plus loin, ils n'étaient pas dans le stage. Et elles arrivent comme ça. Et puis je regarde Gilles parce qu'il y avait une ruche encore ouverte. En disant, tiens, c'est pas un peu dangereux là? Et il me fait. Et les enfants arrivent, se mettent à côté de la ruche et commencent à regarder dedans. On dit rien, on regarde, nous. Puis il y a les abeilles qui sortent un peu, tout ça, elles sont pas protégées. Et puis elles commencent à faire des trous dans les rayons d'abeilles et elles prennent le miel et elles le mangent comme ça. Et les abeilles disent rien. N'importe comment, ça, elles auraient dû se faire piquer, elles auraient dû ne plus être tu vois, réprimandées par les abeilles. Elles venaient toucher au cœur même de la ruche, aux réserves. Et je vois ça, puis elles repartent jouer en rigolant et en riant. Puis Gilles me dit, tu sais, les enfants, ils ont une ingénuité. Les abeilles leur donnent le miel. Elles sont contentes que les enfants viennent leur amener de la joie et tout ça. Et elles reconstruiront. C'est pas grave. Et, Et tu vois, ça, c'est cette non-dualité. C'est d'un coup, on se retrouve retrouvé, réconcilié, là, entre l'abeille et l'humain, ou entre un animal et l'humain. C'est complètement sensible. C'est lié à toi, dans quelle posture tu te mets. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec l'abeille, lui voler quelque chose, lui prendre son miel pour faire des pots et du pognon, ou est-ce que tu arrives et tu as un trou dedans ingénu parce que c'est bon et tu joues et tout se passe bien. En fait, tu es en relation profonde avec elle. Ça va?
Pour toi, Et- la non-dualité, c'est de faire partie intégrante de la ruche non seulement humaine, mais aussi cosmique, de tout le vivant sous toutes ses formes. C'est de se savoir en lien avec toute forme de vie. ouais, exactement. Et retrouver et réconcilier, on va dire, ce paradoxe de je suis moi. Je peux pas dire autre chose, je suis moi, quoi. Je m'arrête là, j'ai ma peau, etc. Et en même temps, je fais partie de plus grand. Et y compris mes frères et sœurs humains. Et si j'arrive à changer mon regard sur l'autre en disant, ça n'est pas mon ennemi, ça n'est pas mon, c'est au fond, il est en train de me montrer en miroir une partie de moi-même. Quand je Ouais. vois Emmanuel Macron et sa perversion, etc., peut-être que c'est une partie de moi-même que je veux pas voir. Et peut-être que moi, de lui montrer au contraire de la douceur, de la bonté, de l'amour, peut-être qu'il verra aussi sa propre part de beauté, parce qu'elle existe, elle est là. Euh, et tu vois ce que je veux dire? Et c'est une version du conflit qui n'a rien à voir avec l'idée de la guerre, avec l'idée d'éradiquer l'autre, de le forcer à penser comme moi. C'est juste lui montrer ce que moi je suis et accepter ce qu'il est et s'enrichir l'un l'autre de ce qu'on est mutuellement. Je crois qu'il y a un élément qui nous permet de vivre cette non-dualité assez sereinement, c'est justement celui de ne pas s'identifier à qui nous sommes en fait, à ce qui nous a construit, à notre identité culturelle, économique et sociale. C'est de savoir que ça, c'est un rôle que nous jouons, mais que derrière ce costume, eh bien, œuvre une énergie que nous partageons tous et qui est la même pour tous. Pour moi, Et c'est ça, qui est plus pratiquer grande la que tout, ouais, non-dualité. et qui est plus grande que tous les costumes de théâtre qu'on prendra. On le ressent tous dans notre vie au moment où on doit partir de chez nos parents, où on en a marre quand on est ado, d'être ou dans certains groupes amicaux, ou même avec un chéri ou une chérie, qui nous enferment dans un rôle. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus de ce rôle-là. On dit, C'est mais ça. je suis plus que ça. Je veux pas que tu m'enfermes là-dedans. Et on Mhm. part. Euh, Au fond, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de partir, qu'on pourrait se réconcilier avec ça et dire, je me laisse pas enfermer. Et c'est un peu ce qui se passe avec les médias. Je ne me laisserai pas enfermer dans gourou, machin, etc., dans vos étiquettes. Elles sont là pour vous, c'est à vous, ça vous appartient, c'est pour vous rassurer, parce que vous avez peur de regarder ce que je représente. Euh, Moi et plein d'autres, hein, je veux dire, moi je suis qu'un tout petit élément là-dedans. Il y a eu d'autres gens très inquiétés en France, voilà. Hein. J'ai une pensée pour le docteur Amin Humli, le professeur Christian Perron, Alexandra Henry-Oncaude, le docteur Denis Agrel, le docteur Laurent Montesino, tout plein d'autres, là je les oublie dans le feu de l'action, mais voilà, il y en a Benoît Hoche, etc., qui ont beaucoup souffert de tout ce qui s'est passé, euh, parce qu'au fond, on montrait une autre façon de voir le Covid, on montrait une autre possibilité, on questionnait le système institutionnel, on venait dire aux gens, mais si Attends, vous attends, oui, on va collaborez pas avec revenir ça, au Covid. C'est bon. ouais, si vous collaborez avec ça, au fond, vous sortez la pire version de vous-même, alors qu'il vous est donné de sortir la meilleure potentiellement. Tout Et à fait, ça, on est c'est d'accord. On pour est certains, d'accord. c'est très dur d'y aller, quoi, parce que euh, c'est pareil. Est-ce que j'ai la force de sortir de l'image d'Épinal que mes parents ont fait de moi, et Absolument. d'oser Absolument. devenir un homme? Absolument. Non, c'est pas facile, quoi. Bon, je suis simplement obligée un tout petit peu de te canaliser parce qu'on avait prévu de faire une interview de 30 minutes et on en est déjà 1 heure et demie. Je voulais encore Ouais, rebondir par un petit commentaire et une dernière question, puis après on va ouais, mettre ok. terme à cette belle rencontre. Tu disais, je suis plus que ça, je suis plus qu'une étiquette. Moi, j'aurais envie de dire, je suis moins que toutes ces étiquettes dans le sens où je me dépouille de toutes ces étiquettes, j'enlève toutes ces étiquettes et en enlevant toutes ces étiquettes qui pensent, qui nous font croire que nous sommes limités à ces frontières-là et à ces labels, eh bien, peut émerger le non manifesté qui est finalement je dirais, l'aboutissement du dépouillement de toutes ces couches auxquelles nous nous identifions. Donc, en fait, en 2 mots, on est à la fois beaucoup plus, mais aussi beaucoup moins, puisqu'on n'est plus que de la vacuité et de l'amour pur. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Je voulais conclure par cette petite anecdote qui va te parler sans doute euh, est décédé il y a en 2006 un jeune geeks, un génie de l'informatique qui s'appelait Carlos Achutis, un Italien qu'on avait surnommé le cyberapôtre. Il est décédé à l'âge de 15 ans. Et puis,
il est en train d'être sanctifié par le pape, puisqu'il s'est vu attribuer plusieurs miracles. Et on peut encore visiter, semble-t-il, sa dépouille aujourd'hui qui est absolument intacte, comme un jeune homme est décédé il y a quelques heures. Et il avait notamment recommandé à sa génération, aux adolescents, ceci: tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne permets pas que cela t'arrive, disait-il à sa génération. Que penses-tu de cette proposition, de ce conseil de ce jeune homme aujourd'hui disparu, que nous naissons comme des originaux, mais que nous risquons de mourir comme des photocopies? Ah bah merci de me proposer cette vision-là. On en avait parlé de ce jeune homme quand on s'était vu il y a quelques mois. Euh, et ça rejoint cette idée peut-être que tu disais des étiquettes, du dépouillement des étiquettes. Moi, je vais donner une expérience personnelle. Je pensais que j'étais médecin. J'avais fait des études pour ça, passé des épreuves initiatiques, eu des diplômes et tout ça. Et puis le Covid est venu foutre ça en l'air. En disant, mais non, t'es pas médecin. Je dis, ah bon? Du jour au lendemain, comme ça, tac, un décret. J'ai mis 15 ans à avoir tout ça et en une seconde, ça peut s'enlever. Juste parce que le président de la République l'a décidé et suspend les gens parce qu'ils sont pas vaccinés. Ouais, c'est comme Ouais, ouais, c'est comme ça en fait. Et ça, tu vois, c'est un énorme baffe en pleine gueule, hein. Tu prends le truc, tu dis, ah bon? ça. Et il y a comme un deuil à faire de ces étiquettes, comme si ouais, et en même temps, ce que j'ai vu, c'est que vous pouvez devenir conférencier, auteur, cinéaste, être capable de faire des œuvres un peu atypiques, coordinateur de collectif, participer à soigner autrement, découvrir tout plein d'autres champs du soin et tout ça, découvrir plein de dimensions de moi-même que je soupçonnais pas, quoi. Cette espèce de richesse intérieure, ce jaillissement de créativité et d'amour, au fond, de compassion. Je suis d'accord avec toi, hein. Je pense qu'à la fin, quand c'est très dur de tout enlever, ça revient en plus, hein. Tu remets des nouvelles étiquettes, les autres t'en recollent tout le temps. Ouais. Mais voilà, de les réenlever à chaque fois, c'est qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui reste Et à la peut- fin? ouais, Ce sera ma dernière exactement. question. Ouais, qu'est-ce qui reste à la fin? Si on est resté cet original et qu'on n'est pas devenu une photocopie, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de vie où, effectivement, tout au long de la vie, on va comme se coller des étiquettes, des diplômes, des qualifications, etc., des certitudes, des connaissances, et puis que le mouvement ensuite du vieillissement, c'est de les enlever progressivement, d'être de moins en moins sûr de soi, de dire non, tiens, je n'avais pas vu, de se laisser surprendre par l'ingénuité de l'enfance. Et on voit souvent des personnes âgées comme ça avec des enfants, les regarder avec une sorte de vraie curiosité, de se dire waouh. Alors que nous, on regarde même plus les enfants jouer parce ils font du bruit, ils sont habitués, ils nous gênent dans nos activités sérieuses d'adultes. Euh, et, euh, et pour moi, c'est aussi une sorte de réhabilitation du fait de vieillir et de l'âge mûr, de l'âge de sagesse et Mhm. de la mort, et de réconciliation même avec la mort. Si à la fin il ne reste qu'amour, Mhm. waouh, bah, je veux bien y aller, quoi, hein. Pas de problème. Et ces miracles dont tu parles, c'est drôle parce que pour moi c'était un monde incompréhensible avant le Covid. Ça n'existait pas, ça c'est des conneries. Et le fait que le Covid vienne chambouler ma vie a aussi ouvert ça. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Didier Van Covelart, qui est un auteur français connu euh, qui a eu le prix Goncourt, mais ça, c'est des étiquettes, encore une fois, qui a failli être à l'Académie française à deux Mhm. reprises, bref, qui est reconnu, on va dire, et qui justement explore des endroits imprévus. Et son dernier livre s'appelle L'insolence des miracles. Comme si ces miracles, ils venaient mettre une sorte de petite pichenette en disant, tiens, t'as vu, tu pensais que la réalité c'était ça? Ah non, c'est une espèce d'insolence. Et l'insolence, c'est cette idée-là, c'est quelqu'un, il est le grand chef de service, et puis il y a un enfant qui va lui dire, ah, t'as une crotte de nez. Tu vois, et c'est ça l'insolence. C'est d'un coup faire tomber tous les masques, dire que le roi est nu, et ramener tout le monde à sa condition de, bah ouais, on est tous des, des petits enfants tout nus, fragiles, qui ont peur, qui cherchent à se rassurer, et, Mhm. euh, et au fond qui ont besoin d'amour, et sont prêts à en donner sans compter si on leur en donne en retour. Donc voilà, je Ça suis. me rappelle une petite anecdote lorsque j'étais déléguée du CICR à Téhéran, en Iran, en 2003. J'avais été reçue à une table où il y avait de grands politiciens et des représentants des autorités iraniennes. Et puis, j'avais sympathisé avec
un Iranien à ma droite, qui m'impressionnait beaucoup par sa lumière, par une forme de sagesse, par une prestance. Et il était très... il m'a beaucoup interpellée. Puis à la fin, j'étais curieuse. Je voulais quand même lui demander sa carte de visite pour savoir qui c'était, cette éminente personnalité à mes côtés, comme d'autres d'ailleurs. Et puis, il m'a tendu une carte de visite blanche. Et je lui dis, mais il y a rien sur votre carte de visite. Et il m'a répondu, absolument, parce que je ne suis rien de tout ce, les étiquettes de tout ce qui me définit sous la forme d'un titre, d'une fonction, d'une étiquette, d'un CV, d'un parcours. Je suis le mystère. Je suis rien de tout ça. Et la raison pour laquelle c'est la manière de me présenter. Eh ben, je peux te dire que 20 ans plus tard, je me souviens encore de ce monsieur, comme si c'était hier. Et c'est comme si cette carte de visite vierge, finalement, m'avait donné la plus belle définition de ce que peut être l'autre, c'est-à-dire le mystère. Voilà. Ah, merci pour cette belle anecdote. Dis donc, ouais, effectivement, hein, ça doit pas Ah oui, laisser ça indemne m'avait beaucoup marqué. ouais, de découvrir ça. Bah, merci beaucoup pour ces partages, Isabelle. Merci. Je pense que Ouais, on va malgré en tout, il y a rester une là. grande cohérence dans tout ce qu'on a dit depuis cette idée d'étiquette mise par la Mm. RTS jusqu'à cette carte de visite blanche que tu nous donnes à la fin. Voilà, moi, Et ça je trouve nourrit toujours, ouais, beaucoup mon. pardon, je trouve très enrichissant d'avoir cheminé avec toi pendant 1 heure et demie sur cette frontière fragile entre ce savoir plus ou moins que les étiquettes qui nous définissent ou les insultes que nous subissons, et en même temps prendre position, se défendre et poser ses limites. Ça, c'est vraiment le but de cet entretien avec toi, c'était de trouver cet équilibre sur ce fil du funambuliste entre se positionner, se défendre, poser ses limites, se battre pour ses valeurs, pour la vie, et en même temps se savoir désidentifier à ce qui nous est critiqué ou les insultes que nous subissons. Ouais, merci beaucoup. Merci, Isabelle, À bientôt, Louis. Merci d'avoir médité beaucoup. tout ça. À bientôt.